L'histoire commence avec un garçon nommé China qui marche dans la nuit en utilisant son smartphone. Soudain, il voit des gens sortir en courant d'un magasin. Deux jeunes filles le bousculent et tombent par terre. China remarque qu'un criminel est derrière elle, brandissant un couteau et voulant les tuer. China essaie immédiatement de s'enfuir, mais les deux filles sont effrayées et ne parviennent pas à s'échapper. À ce moment-là, le criminel s'approche d'elles pour les attaquer, mais China veut les sauver. Il décide d'arrêter le criminel et se précipite vers lui, le faisant tomber. Il dit aux filles de s'enfuir, cependant, le criminel l'a poignardé et s'enfuit immédiatement. En voyant cela, les filles viennent le vérifier et commencent à pleurer. China est heureux de les avoir sauvées mais se sent mal de les avoir fait pleurer. Plus tard, il se réveille dans une chambre privée élégante. Il se demande s'il est à l'hôpital et se souvient qu'il a aidé des filles. À ce moment, une femme de ménage le voit et l'appelle Maître Caïn. Pendant ce temps, une autre dame le serre dans ses bras et lui demande s'il reconnaît sa mère. Cependant, China est confus car il ne les connaît pas. Soudain, il remarque son reflet dans le miroir et commence à paniquer, ne comprenant pas ce qui se passe, où il est, et pourquoi il l'appelle Maître Caïn. Après un certain temps, il se calme et réalise qu'il a été réincarné. Il est révélé qu'il a dormi une semaine à cause de la fièvre. Sa mère pense qu'il doit avoir faim, et ils partent préparer de la nourriture pour lui. China se regarde dans le miroir et réalise qu'il n'a pas survécu et a été réincarné en tant qu'enfant dans un autre monde. Cependant, il est excité et décide de vérifier sa taille. La femme de ménage le voit, le rendant gêné, mais il obtient beaucoup d'informations d'elle sur lui-même et sa famille. Il découvre que son nom est Caïn, qu'il a 3 ans, que son père s'appelle Garm, et que sa mère s'appelle Sarah. Il a aussi une sœur nommée Reine, qui a 2 ans de plus que lui. Cependant, Sarah est la deuxième femme, la première femme s'appelle Maria, qui a 2 fils. Caïn est le 3e fils. Garm est un noble de haut rang avec sa propre armée, et il protège le royaume de Sylphor. China apprend qu'il existe une forêt de monstres, des aventuriers les protègent, et certains peuvent utiliser la magie. China est excité d'apprendre tout cela et veut essayer d'utiliser la magie. Actuellement, China a décidé de vivre sa vie ici, car dans le monde d'où il vient, il était orphelin et vivait seul. C'est pourquoi il n'y a rien qui lui manque. Soudain, China décide d'étudier, ce qui surprend ses parents. Mais son père Garm précise qu'il ne peut pas lui laisser son domaine, donc il doit réussir par lui-même dans la vie. China décide alors de lire des livres sur la magie dans l'histoire du royaume, car il est plus intéressé par la magie. Cependant, sa sœur Reine explique qu'il n'est pas encore prêt car il doit aussi être baptisé comme elle et attendre d'avoir 5 ans. Personne ne croit qu'il peut utiliser la magie, mais China commence à s'entraîner seul. Un jour, sa sœur le surprend presque en train de faire de la magie, mais heureusement qu'elle n'a rien vu. Reine commence à lui enseigner les 300 ans d'histoire du royaume de Sylphor et comment son premier roi a commencé en tant qu'aventurier avant de construire le royaume. 2 ans passent et enfin vient le moment de sa cérémonie de baptême. Maintenant, il a 5 ans, et ses parents et sa sœur sont très heureux car il a l'air si mignon. Aujourd'hui, il voit le monde extérieur pour la première fois, et c'est le monde alternatif dont il rêvait dans sa vie passée, avec des bâtiments anciens, des soldats, des monstres et même de la magie. Pendant ce temps, il demande à sa sœur à quoi cela ressemble d'être doté de la magie de statue. Reine ouvre ensuite son statut pour lui montrer. Il regarde et voit ses niveaux de magie, capable d'utiliser 3 éléments magiques différents. Sa mère révèle que Reine a reçu le niveau 2 de bénédiction du dieu de la magie, mais China ne peut pas comprendre ce qu'est la bénédiction et le niveau. Son père explique ensuite que la magie et la bénédiction sont atteignables au niveau 1 à 5, plus le niveau est élevé, plus le talent naturel de l'utilisateur est élevé. La bénédiction est une chose très pratique qui détermine combien de magie est nécessaire pour activer un sort, et cela affecte aussi les compétences. Bientôt, ils atteignent le temple dédié au culte des 7 dieux piliers. China est excité pour sa cérémonie de baptême, et sa sœur espère qu'il recevra beaucoup de bénédictions et de magie des dieux. Dès le début de la cérémonie de baptême, ils entendent quelqu'un rire. Les statues commencent à briller, et ils sont émerveillés de voir cela. China ouvre alors les yeux et se trouve dans le monde des dieux, où résident les 7 dieux. Les 7 dieux apparaissent devant lui, qui ont attendu longtemps pour ce jour. Il l'appelle par son ancien nom, et il est surpris que les dieux eux-mêmes se présentent pour un baptême. Ils se présentent un par un et révèlent que sa mort était inattendue. Il protégeait 2 jeunes filles du criminel, mais le criminel allait trébucher et tomber, et être arrêté, donc il n'était même pas nécessaire. Cependant, il est mort en faisant une bonne action, c'est pourquoi le dieu de la terre a demandé de le réincarner dans ce monde. Ils ont essayé de bloquer ses souvenirs pour lui éviter de se rappeler des moments traumatisants tels que l'allaitement et le changement de couche, mais pour une raison quelconque, il s'en souvenait à l'âge de 3 ans. Sachant cela, Caïn dit qu'ils n'ont pas besoin de s'excuser, car puisque ses souvenirs sont revenus si rapidement, il a pu apprendre à écrire et à utiliser la magie, et surtout, il vit avec ses parents et sa sœur. Il les remercie de lui avoir laissé ses souvenirs. Maintenant, chaque dieu lui accorde leur bénédiction, magie et compétences. Ils promettent également de le revoir. Caïn ouvre les yeux, et son père lui demande s'il peut leur montrer son statut. Cependant, Caïn a un mauvais pressentiment à ce sujet,
Alors il fait semblant d'avoir mal au ventre et s'enfuit de là. Il ouvre sa fenêtre de statue et est surpris de voir cela, car il a toutes sortes de magie et de bénédictions au niveau 10. Il se demande ce que diable font ces dieux, car on lui a dit que le niveau 5 est le plus élevé. Maintenant, Caïn décide de le cacher, car il ne peut pas laisser quelqu'un le voir. À ce moment-là, il découvre que le dieu de la création lui a donné un sort de dissimulation de statue. Le remerciant pour cela, il cache ses vrais niveaux de magie. Pendant le dîner, tout le monde célèbre le 5e anniversaire de Caïn. Son père lui demande ensuite s'il a pu vérifier son statut et lui dit de le montrer. Lorsque Caïn ouvre son statut magique, tout le monde est émerveillé, car il a la protection non seulement du dieu de la création, mais aussi des 6 autres dieux. Cependant, Caïn a oublié de corriger son pouvoir magique, qui était de plus de 344 000. Son père dit que même les mages du palais n'ont qu'environ 10 000, mais il n'a que 5 ans et possède même l'inventaire et l'expertise aussi. Ainsi, Caïn peut obtenir un succès garanti dans n'importe quoi. Cependant, Réine est très heureuse de le voir, mais son père lui interdit de montrer ce statut à quelqu'un d'autre car c'est très prometteur, mais cela pourrait aussi être perçu comme une menace pour le royaume. Il interdit également à tout le monde d'en parler. Après un certain temps, Caïn vient dans sa chambre et trouve un livre sur la magie d'invocation. Il se demande s'il pourra invoquer des animaux moelleux, car c'est son rêve. Il sort avec ce livre et commence un rituel d'invocation. Il voulait invoquer un animal moelleux, mais étonnamment, c'est un monstre, et Caïn s'inquiète en le voyant. Pendant ce temps, Réine et Parma sont également là. Le monstre veut les tuer, mais Caïn se met devant eux pour les protéger. Il se souvient de comment il avait protégé 2 jeunes filles dans sa vie précédente, alors il saute à nouveau pour tuer le monstre en utilisant sa magie. Cependant, le monstre le frappe fort et le repousse, mais Caïn veut protéger Réine et Parma à tout prix, d'une manière ou d'une autre. Il parvient à lancer son sort d'invocation et renvoie le monstre d'où il vient. Caïn tombe au sol, et sa sœur Réine pleure en le voyant. Caïn pense qu'il a encore fait pleurer des gens et se demande s'il va mourir à nouveau. Cependant, il se rend compte qu'il est en vie, et Réine et Parma, en tant que fille-chat, le serrent. Réine pense qu'il est blessé et décide d'appeler son père, mais Caïn dit qu'il va bien et s'excuse de l'avoir effrayé. Mais Réine est heureuse de le voir en vie. Caïn pense qu'il a fait pleurer ses filles cette fois-ci, mais dans ce monde, il peut aider les gens. Pendant le banquet, Caïn se présente à tout le monde, révélant qu'il veut aller dans toutes sortes d'endroits différents et surtout, il veut protéger tout leur sourire en devenant aventurier. En observant son enthousiasme, son père a décidé d'engager un tuteur pour lui enseigner. Lorsque Caïn l'apprend, il est aussi excité et la bonne le félicite pour cela. Pendant qu'il est allongé sur son lit, absorbé à imaginer qui pourrait être son maître, peut-être un orque ou une sorcière. C'est alors que la bonne l'informe de l'arrivée de ses tuteurs. Il est tellement excité qu'il utilise la magie de téléportation depuis la fenêtre de sa chambre. N'ayant aucune maîtrise, il tombe sur la poitrine de Millie, la considérant comme un enfant. Nina suppose qu'il a sauté sur elle pour se faire allaiter. C'est maintenant le moment de la gêne pour Caïn. Il se présente à ses professeurs, Millie et Nina. Dans son imagination, il pense à l'attaque soudaine du vaurien qui a causé sa réincarnation, ainsi qu'aux dieux qui lui ont accordé une protection de niveau 10 pour débarquer dans ce monde. Personne n'imagine sa puissance car il cache son statut à tout le monde. Sachant qu'il est de noble famille, Millie se montre très formelle et hésitante face à eux. Elle donne sa propre introduction. Qu'elle est une aventurière de Randé. Après cela, elle dit à Nina de se présenter. Comparée à Millie, Nina semble calme, elle dit donc simplement son nom. Millie pense qu'il est inapproprié d'être impoli devant le noble. Le chapeau de Nina a été enlevé et Caïn sait qu'elle est une elfe, mais il leur dit d'être détendus et que son père les a aussi assignés pour lui enseigner l'escrime et la magie pendant les 3 prochaines années. Sans perdre une minute, elle commence à l'entraîner. Afin de vérifier ses capacités, Millie lui dit de balancer son épée comme elle le lui ordonne. Il balance l'épée comme un professionnel. En observant ses mouvements, personne ne peut croire qu'il a 5 ans. Même Nina partage sa perception que Caïn lui est supérieur en escrime. Millie est choquée et a décidé de faire un test factice avec des épées en bois. Elles sont déconcertées quand Caïn leur dit qu'il est récemment passé par le processus de baptême. Il commence à se battre. Chose étonnante, il esquive facilement toutes les attaques de Millie. En observant sa compétence, Nina s'enquiert de son statut pendant son combat avec Millie. Il répond que son père ne l'autorise pas à le révéler à des étrangers. Comme Millie s'est épuisée du combat d'épée avec lui, elle l'a remis entre les mains de Nina pour apprendre la magie. Comparé à Millie, Caïn semble frais, comme si le combat à l'épée était pour lui un jeu d'enfant. Nina a décidé de lui enseigner les bases, mais Caïn lui dit qu'il les connaît déjà grâce au livre, et qu'il a aussi pratiqué. Il leur montre une boule d'eau, une boule de feu, et une balle fusante qui font des trous dans le mur. Nina et Millie sont choqués qu'il ait utilisé de la magie sans enchantement juste avec des livres. Cela révèle qu'il est un génie. En plus de cela, Nina et Millie sont choqués pour de nombreuses raisons. Même la classe S est incapable de faire cela. Cette magie ne peut être obtenue qu'avec un entraînement intense, mais la maîtrise d'un enfant de 5 ans est impossible. Maintenant elle pense qu'il n'y a rien qu'elles peuvent lui apprendre. Puis il leur montre une serviette et fait apparaître une boîte d'objets,
ce qui les choque encore plus. Alors qu'elle pense qu'il n'y a plus rien qui peut les surprendre, il apparaît avec une nouvelle surprise. Après cela, il leur demande de l'emmener à l'extérieur du manoir, car ils ne peuvent pas s'entraîner ici. Les tutrices pensent aussi que c'est une bonne idée, elles acceptent donc de demander la permission à son père. Cain est heureux car c'est la deuxième fois qu'il sort du manoir. Quand elle demande à son père, Garm pense que ce n'est pas sûr d'envoyer son fils dehors. Les tutrices ne peuvent pas lui enseigner au manoir car il a dépassé le niveau débutant. Elles doivent lui donner un entraînement de niveau intermédiaire. Si Cain commence à s'entraîner là, il peut faire exploser le manoir. En entendant cela, la mère de Cain sourit, mais Garm est déconcerté car il est allé si loin en un seul jour d'entraînement. Son père sait que son fils est extraordinaire, mais la surprise du premier jour est choquante pour lui. Maintenant son père a réalisé cela et leur a donné la permission avec quelques restrictions. Cain n'est pas autorisé à aller loin ni à violer les conditions imposées par son père. Quand il s'éloigne des limites du manoir, Nina prend la responsabilité de lui enseigner la magie. Elle lui dit d'exécuter la magie intermédiaire. Dans un excès d'enthousiasme, Cain utilise la magie de feu qui non seulement fait exploser le sol mais crée aussi une vague de feu fracassante qui brise un énorme rocher. Encore une fois, ses tutrices sont choquées car ce niveau de magie est bien au-delà de l'intermédiaire. Elles pensent aussi qu'il devrait être épuisé car une telle puissance a été consommée dans cette magie. Mais Cain se sent rafraîchi, comme s'il n'avait pas encore fait de magie difficile. Cela révèle qu'il a une endurance illimitée pour faire de la magie. Ce gamin de 5 ans leur en met plein la vue. Puis elles ressentent le danger dans les environs et deviennent prudentes. Les lapins tueurs s'en prennent aux humains, donc les tutrices se préparent à affronter cette bête. Mais le lapin tueur les contourne en leur sautant dessus pour atteindre Cain. Surchargé de puissance, Cain esquive son attaque et le tue d'une seule bulle d'air. C'est la première proie de Cain, il veut donc la montrer à sa mère et sa sœur. Il la garde dans sa boîte à objets. Émerveillé devant la boîte magique, Millie souhaite aussi avoir un sac magique comparable à la boîte, mais ce sac coûte une blinde. En plus de cela, les tutrices ont décidé de continuer la chasse. Nina utilise une magie de localisation d'ennemis qui lui donne la réponse en un clin d'œil. Leurs ennemis sont à 300 mètres d'eux. Maintenant, c'est au tour de Cain d'être curieux, car il veut apprendre le sortilège pour localiser les monstres. En réalisant ces techniques magiques, il essaie d'exécuter cette magie. Quand il crée la fine couche pour chercher le monstre, non seulement il les localise, mais il peut aussi dire leur nombre. Nina le regarde bouche bée, car peu sont capables de faire cela, et certainement pas en un jour. Elle réalise maintenant que ce n'est pas un enfant ordinaire. Ravi, il se dirige vers les lapins tueurs qui sont en grand nombre. Cain anéantit le premier avec son élément de feu. Nina en tue aussi un avec sa baguette magique, et Millie élimine un lapin tueur d'un coup d'épée. Alors que Cain s'apprête à s'occuper du dernier, celui-ci part vers la forêt dangereuse. Cain se dirige aussi vers la forêt pour le combattre, mais les tutrices ne le permettent pas, car elle abrite des monstres dangereux que même les aventuriers compétents sont incapables de vaincre. Une fois par décennie, ils sortent de cette forêt et les attaquent. C'est pourquoi le mur d'enceinte de la ville est assez solide pour empêcher les monstres de le franchir. Ils encouragent aussi Cain à devenir assez puissant pour vaincre ces monstres. Quand il rentre chez lui, il vérifie son statut et est choqué car son statut a dépassé le niveau 8. En tuant quelques lapins tueurs, il atteint le niveau 8, c'est étonnant. En explorant davantage, il a compris pourquoi. Cain a tout au niveau 10, que ce soit les éléments feu, eau et terre qui sont tous au niveau 10. En atteignant ce niveau, tout ce qu'il fait aura une réponse plus de 100 fois supérieure. Comprenant cela, il se met à maudire les dieux car ils lui ont infligé un gros problème. Si les États apprennent son pouvoir, ils le tueront car il peut devenir un problème pour eux. Mis à part cela, il a décidé de se concentrer pour devenir un aventurier, sans penser à ce problème. Le lendemain matin, ses tutrices décident d'en apprendre plus sur les monstres auprès de la guilde. Elles savent que Cain peut tuer les animaux inférieurs en une seconde, elles viennent donc ici pour avoir des informations sur des proies plus fortes qu'il peut chasser. La réceptionniste de la guilde des aventuriers leur parle du loup, mais personne ne l'a encore vu. Elle est aussi heureuse de rencontrer le mignon petit aventurier Cain, qui ne peut pas encore s'inscrire car il n'est pas encore assez grand. Un aventurier de Rance les interrompt et humilie Millie en lui ordonnant de lui verser à boire. Nina lui interdit catégoriquement de le faire car elles sont en service. Le guerrier de Rance prend cela pour une insulte et empoigne Nina, mais Cain lui dit de les laisser car il veut s'entraîner. Le guerrier se moque aussi de lui, alors Cain le repousse d'une simple claque. Le guerrier se relève et l'attaque à nouveau, mais Cain esquive son attaque à la vitesse de l'éclair et lui donne une leçon avec ses petites mains et pieds. C'est humiliant pour un guerrier de Rance d'être battu par un enfant de 5 ans, il saisit donc son épée. Le guerrier de Rance attaque Cain en balançant son épée, mais Cain esquive à la vitesse de l'éclair et retient l'épée entre ses doigts avant de le jeter hors de la guilde. Cain donne aussi un avertissement aux guerriers qui ont saisi Millie, mais ils se montrent têtus et menacent de la tuer avec un poignard. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Pour leur donner une leçon, il bondit sur eux et les jette à son maître, submergé par ses émotions. Nina le prend dans ses bras et promet de protéger Cain lorsque le danger surgit. Après cela, ils s'entraînent dur et profitent d'un repas alléchant.
Au bout de 3 ans, sa bonne entre dans sa chambre pour lui apporter une veste propre. Elle l'informe que ses tutrices ne veulent plus renouveler le contrat malgré l'insistance de son père. Avant les adieux, il veut leur offrir des cadeaux. Il se rappelle alors que Millie raffole des sacs magiques. Pour répondre à son affection, il va dans les forêts menaçantes où il terrasse un ogre sanguinaire avec son assaut de feu. À son retour, il affronte un dragon de terre et le met à terre avec son pouvoir de feu. D'un autre côté, un guerrier voyant l'explosion pense que le monstre s'est échappé. Cain doit retourner en ville par magie de téléportation. Le guerrier prévient tout le monde et il court pour faire face au monstre. Une atmosphère intense règne dans la ville, alors que les habitants prient. Quand son père arrive à l'endroit indiqué par l'armée, il ne trouve qu'un cratère et un mouchoir. Son père est choqué car cela révèle que le monstre n'a pas attaqué et que c'est Cain qui a fait cela. Le jour suivant, Cain tue une meute de loups d'une seule bulle d'air. De leur côté, les tutrices sont aussi tristes car elles vont être séparées de lui. Cain leur offre alors les cadeaux faits par ses soins en guise de gratitude des sacs magiques fabriqués avec l'ogre sanguinaire et le dragon de terre. Quand les tutrices l'apprennent, leur bouche s'ouvre en grand car ces monstres sont invincibles même par les meilleurs aventuriers. Après cela, un autre choc les attend, ces sacs magiques peuvent contenir un manoir entier. En l'entendant, elles sont abasourdies car ces objets devraient être des trésors nationaux. Millie dit que ce sac est beaucoup plus puissant car celui qu'elle voulait acheter peut à peine contenir une calèche. Étant donné la valeur inestimable de ces sacs, les filles pensent que les gens voudront les leur voler mais Cain les rassure disant qu'il a ensorcelé le sac pour être aussi lourd que les objets qu'ils contiennent, une fois qu'ils sont volés. Maintenant les tutrices réalisent que ces sacs sont bien meilleurs que des trésors nationaux. Cependant, elles savent que Cain est un génie donc elles ne lui ont rien appris. Cain leur témoigne néanmoins du respect en tant que professeur et a beaucoup appris. Les tutrices l'embrassent sur les joues, le faisant rougir, et lui disent qu'il peut faire appel à elles quand il veut et elles sont prêtes à aider si nécessaire. Des années plus tard, ils l'ont envoyé à la capitale pour sa présentation publique. Apparemment, c'est un événement auquel chaque fils de noble doit assister. Maintenant, il a 10 ans. Sa sœur Reine veut vraiment vivre avec lui dans la capitale et lui dit de passer l'examen d'entrée pour fréquenter l'école. Son père lui explique que cela se fait à partir de l'âge de 12 ans, donc il lui reste encore 2 ans. Sa sœur, excitée de commencer l'école, elle dit qu'elle sera la meilleure à tous les examens. Comme sa sœur est l'aînée, elle doit travailler dur. Son père lui dit que cela leur prendra environ une semaine pour atteindre la capitale, s'il ne rencontre pas de monstre. Cain pense qu'il devrait rester plus vigilant, alors il utilise un sort de recherche et découvre qu'il y a un combat à 3 km de là. Son père est surpris que le sort de Cain aille si loin. Cain lui dit qu'il y a un groupe de monstres attaquant 10 personnes. Ils doivent se dépêcher. Ensuite, leur père donne l'ordre aux soldats et ils se précipitent pour les sauver. Cependant, Cain réalise qu'ils n'arriveront pas à temps. Alors il fait des plans seul. Son père lui demande ce qu'il fait et Cain lui dit qu'il ira bien. Ensuite, il saute du carrosse et utilise sa magie turbo pour aller à toute vitesse les secourir. À cet endroit, il y a un groupe de monstres sangliers qui attaquaient les soldats du royaume, qui essayaient de défendre le carrosse de la princesse. Ce monstre l'attaque, mais Cain apparaît simplement puis l'élimine. On lui dit qu'un enfant ne devrait pas être là, mais il continue d'avancer. Avec sa magie, il s'envole dans les airs et les monstres prennent les soldats pour cible. Il descend alors à la surface et tire rapidement son épée, avec laquelle il élimine 2 d'entre eux. Maintenant, il n'en reste qu'un. Cain esquive l'attaque du monstre et contre-attaque avec du feu pour faire disparaître le monstre. Ensuite, il demande si les soldats vont bien, mais ils ne veulent pas qu'il s'approche du carrosse. Dans ce cas, il se présente. Il est le 3e fils de Garm von Silfor Gracia. Son nom est Cain. Cela le laisse surpris et les soldats de son père arrivent pour les aider, seulement pour découvrir que les monstres ont déjà été vaincus. Ces soldats tombent en douleur. À quoi Cain s'approche pour les aider. Il va les sauver avec sa magie curative et utilise un sort avec lequel il soigne tous les soldats qui étaient à terre. Cain leur dit de se reposer et de manger des aliments favorisant la production de sang, car il ne peut pas leur rendre le sang perdu. Malheureusement, il ne peut pas ramener à la vie ceux qui sont morts, mais il sauve leur corps pour plus tard. À ce moment-là, son père arrive et est surpris par une telle scène. Ici, il reconnaît le bouclier que le carrosse porte et dit que c'est la maison du duc Santana. La porte s'ouvre. 2 filles sortent. Ce sont la princesse Telestia et Mystique. Son père est ravi qu'elle soit en sécurité, mais Cain est surpris qu'elle soit devant la princesse et la fille du duc. La fille le remercie de l'avoir sauvée quand elles étaient en danger, mais elles se sentent gênées de ne pas connaître son nom. Son père dit qu'il est son 3e fils, Cain. Cain voit que Telestia ne va pas très bien. Alors, il utilise des sorts pour apaiser la douleur des filles. Il fait disparaître leur douleur, leur anxiété et leur fatigue et elles sont très reconnaissantes envers Cain. Il termine son sort et Telestia se jette sur lui en le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Mademoiselle Silk prend aussi sa main et le remercie. Elle complimente aussi sa magie et son habileté à l'épée qui sont si grandes. Telestia l'interrompt pour le moment, mais Silk le tire vers elle lui demandant ce qu'il fait dans la zone. Cain répond qu'il se dirige vers la capitale royale. Quelle coïncidence que les filles se tournent aussi vers elle, alors elles le prennent pour les protéger. Cain demande de l'aide à son père,
mais il ne sait pas ce qui se passe et voit son fils être emmené dans le carrosse. Notre Caïn se demande pourquoi ils doivent voyager comme ça. C'est très serré. Il demande s'il pourrait s'asseoir sur l'autre banquette mais la princesse lui dit non, car elle a encore très peur et se sent mieux auprès de lui. Avec un visage souriant, elle demande à Caïn de l'appeler Télès, mais Caïn ne peut pas appeler la princesse comme ça. L'autre lui demande de l'appeler Silk, mais il lui dit qu'ils se connaissent à peine, mais les filles insistent toujours et il finit par accepter, alors maintenant il les appellera par leur nom. Un soldat vient d'arriver pour les informer qu'ils arrivent à la ville de Noma. Caïn lui demande s'il a tout vu. À quoi le soldat répond oui. Cela le tue de honte et les filles lui disent qu'il prendra une pause lorsqu'ils arriveront. En arrivant à la capitale, Caïn dit au revoir en leur disant qu'ils se reverront demain, mais ils deviennent tous les deux capricieux et commencent à lui dire de les accompagner cette nuit. Caïn refuse et son père est d'accord. Il est inapproprié pour la ville de partager des chambres, à quoi les filles répondent ce qui se passerait s'ils étaient attaqués à nouveau par les monstres qui les protégeraient dans cette situation. Caïn, le seul magicien disponible, finit par accepter à condition que la chambre soit immense. Ils sont d'accord et son père lui rappelle d'être prudent. Ses filles veulent juste le corrompre. Quand ils arrivent dans sa chambre, nous voyons qu'elle n'est pas si grande. Ensuite, ils en profitent tous les deux pour dormir à côté de lui. Caïn dort au milieu et les filles se rapprochent de son lit. Ils réalisent qu'ils vont dormir très proches. Il leur demande de retourner à leur lit comme avant. À quoi ils répondent à nouveau, que se passerait-il si les monstres attaquaient? Ils veulent dormir pratiquement à côté de lui et ils demandent si ce ne serait pas un problème. Caïn, gêné, dit que ça va, bien qu'il sache qu'il passera une nuit très nerveuse. Quelque temps plus tard, on voit que Caïn n'a pas bien reposé. Il n'a pas pu dormir dans cette situation, alors il a passé plusieurs jours sans pouvoir se reposer. Ensuite, ils ont continué à avancer et ont enfin atteint la capitale royale. Caïn est émerveillé d'être au palais et quand il descend du carrosse, ce garçon là-bas les accueille en leur demandant pourquoi elles enlaçaient le garçon. Elles lui disent qu'il était un vrai prince charmant car il les protégeait juste des monstres qui ne sont jamais venus. Dain von Gazette le reconnaît et s'incline devant lui. Il est le vice-capitaine de l'ordre royal de la chevalerie. Les soldats lui ont déjà tout dit. Il le remercie d'avoir protégé les filles et pour ses camarades tombés. Plus tard, on voit que Caïn ramène les corps des soldats, qu'il avait précédemment sauvés. Dain lui dit qu'en général, ils brûlent, ou enterrent leur corps avec un objet appartenant à l'un des soldats, mais que grâce à lui, ils pourront retourner dans leur famille. Caïn sait que ces soldats sont morts en combattant bravement 50 orques pour protéger les autres et demande s'il pourrait dire quelque chose comme ça aux familles des soldats. Dain lui dit de ne pas s'inquiéter, il le dira à ses collègues et à sa famille qui attendent son retour. Grâce à son aide, la mort de ces soldats n'a pas été vaine. Caïn entend les cloches et mentionne qu'il doit partir maintenant, mais l'autre lui dit d'attendre un moment. Ces cloches ont sonné parce qu'il aura une audience avec le roi. Caïn se demande comment c'est possible, il vient juste d'arriver. Ensuite, il se dirige vers leur audience. Il y a beaucoup de gens ici qui attendent. Caïn avance à travers les ombres. On lui demande de lever la tête en arrivant. La princesse Télestia et Miss Silk sont là. Le bras droit du roi raconte ce qui s'est passé avec l'armée des orques. Il dit que le jeune Caïn Silfort a éliminé seul les orques. Tout le monde est étonné d'entendre cela. Après la bataille, il a soigné les soldats blessés et a ramené les défunts vers la capitale royale. Il mérite une récompense pour son grand exploit, car sans lui, les deux filles n'auraient pas survécu. Par conséquent, le roi le nomme baron du royaume et lui offre 10 pièces de platine et une maison. Les gens protestent contre une récompense comme celle-là, et l'un des citoyens nommé Corgi n'interrompt pas, disant qu'il n'est pas possible qu'un enfant de 10 ans soit un noble. Le roi prend la parole demandant à Corgi, s'il peut éliminer seul une horde de 50 orques. Quel serait l'intérêt de ne pas valoriser un jeune homme aussi talentueux qu'il le mérite? Il ne va pas changer d'avis et lui demande de partir. Maintenant, il demande à Caïn d'accepter sa nouvelle position. Il sait qu'il n'a pas le choix et l'accepte avec gratitude. Avec cela, le roi met fin à cette audience, mais le roi ne le laisse pas partir aussitôt car il veut discuter avec lui en privé. Dans une pièce, son père le félicite en lui disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il reçoive un titre de noblesse. C'est le premier de ses 3 enfants à avoir ce titre et à ce moment-là, le roi arrive avec les filles et il explique que ce n'est pas une réunion formelle. Il voulait juste le remercier d'avoir sauvé la vie de sa fille. Télestia lui a déjà dit ce qu'il a vu et le père de Silk le remercie aussi. Caïn, embarrassé, leur demande de relever la tête. Il ne l'a sauvé que par pure chance. Néanmoins, le roi lui exprime sa gratitude, non en tant que roi, mais en tant que père. Maintenant, ils vont parler de son avenir. Comment Caïn maîtrise la magie, l'épée et a la bénédiction des 7 dieux. Il sait que c'est un garçon talentueux, c'est pourquoi il en a fait un baron. Il recevra désormais une paye, et a une maison à entretenir. De plus, il y a une question plus importante ici. Les 2 parents lui demandent d'épouser leur fille. Il ne se marierait officiellement qu'à l'âge adulte. Mais il pourrait être fiancé à partir de maintenant. Caïn demande pourquoi ils devraient se fiancer et ils lui disent tous deux de ne pas faire semblant et de ne pas oublier qu'ils se sont enlacés dans le carrosse et qu'ils dorment ensemble. Jusqu'à ce point, personne d'autre ne les marierait. Caïn essaie de leur expliquer qu'il ne l'a pas fait parce qu'il le voulait,
mais ces mots les font penser peut-être qu'il n'est pas satisfait de leur fille. Revenant un peu en arrière, ils planifiaient déjà ce qu'ils allaient faire de Caïn, qui était laissé dans la ravine et de le compromettre avec les filles. Dans le présent, il dit à Caïn qu'il doit assumer la responsabilité, mais il pense qu'ils vont trop loin. Il est dans ce genre de situation où il ne peut pas refuser. Son père ne veut pas le conseiller et les autres continuent de le mettre sous pression. Une fois de plus, Caïn est forcé de dire oui. Il accepte les compromis et le roi demande aux filles si elles sont heureuses. Elles disent oui, mentionnant qu'elles n'oublieront jamais cette nuit à 3 dans le lit. Les parents le comprennent mal et demandent à Caïn ce qu'il veut dire. Lui, tout nerveux, ne sait pas quoi leur répondre. Caïn rencontre maintenant les dieux. Tout d'abord, il s'excuse auprès d'eux pour ne pas être venu pendant un bon moment, et fait remarquer aux dieux que ses attributs sont trop démesurés, mais ils l'ignorent et reconnaissent que Caïn, un enfant de 10 ans, possède des capacités inhumaines et un pouvoir unique. Avec ces capacités, il peut atteindre le statut de demi-dieu, ce qui est impressionnant et équivalent au dragon sacré et à la sainte bête. Étant donné que le monde dans lequel il vit est peu divertissant, les dieux lui proposent donc de remédier à cela en se basant sur les expériences de sa vie antérieure. Pendant que la sœur de Caïn fait du shopping, Caïn pense qu'il n'est pas approprié de rester ici et s'échappe. En sortant, il rencontre Parma, reconnu pour son apparence unique, dans la boutique de l'oncle Tamani. Caïn s'intéresse également à la boutique car c'est le premier pas vers son divertissement. Tamani le rencontre, lui montrant plus de respect après avoir appris qu'il appartient à une famille noble. En entrant dans la boutique, Caïn partage son idée de jeu, montrant la carte du jeu. Tamani s'intéresse au jeu, et pour concrétiser cette idée, Caïn lui offre une pièce d'or en raison de son potentiel de succès. En quittant la boutique, Caïn regarde sa sœur en colère pour ne pas l'avoir aidé à acheter des vêtements, mais il lui dit qu'elle est belle dans chaque robe, puis il s'échappe. De retour à la maison, Rein essaie toutes les robes, et Caïn doit admirer ses tenues. Lorsque c'est au tour de Caïn d'essayer les vêtements, le serviteur arrive et l'informe de la visite de Tamani, qui veut le rencontrer. En visitant la boutique, Caïn découvre que Tamani a créé le jeu commandé, ce qui le rend heureux car le jeu répond à ses attentes. Caïn est impressionné par l'efficacité de Tamani. Ce dernier enseigne comment jouer au jeu, et en apprenant son futur succès, Tamani fait l'éloge du jeu et félicite Caïn pour avoir donné vie à une idée fantastique. Timidement, Caïn pense que ce jeu existe déjà dans son monde. Même Parma exprime son désir de jouer au jeu encore et encore. À ce moment-là, Caïn donne d'autres instructions car il doit produire 2 types de jeux. Le premier sera destiné à la classe élite et le second sera destiné à la classe ordinaire. Le jeune de 10 ans donne l'instruction de produire 1000 ensembles de ce jeu pour la classe ordinaire et seulement 50 ensembles pour la classe élite. Cependant, Tamani est préoccupé car il a besoin de plus d'argent pour produire ce jeu en si grande quantité. Lors de l'estimation, Caïn place de nombreuses pièces d'or devant lui. En voyant les pièces, Tamani s'incline en signe de remerciement, mais Caïn, qui considère tout le monde comme égal, lui dit de se lever avec enthousiasme. Il décide de faire un contrat devant le dieu du commerce, devant la statue de Dieu, où ils promettent de ne pas violer le contrat, car ce jeu leur appartient pendant 3 ans. Les 2 parties ne sont autorisées à créer le jeu qu'avec la permission de l'autre. Le jeu disparaît comme si les dieux avaient approuvé leur arrangement lorsqu'ils ont conclu le contrat. C'est la première fois pour Caïn, alors il est choqué. De plus, Caïn partage son idée de créer ce jeu classique et populaire pour la royauté, mais c'est trop pour Tamani, car il ne se considère pas capable de créer ce jeu pour les rois. Au contraire, Caïn l'encourage à le faire. En réalité, Caïn ne veut pas limiter le jeu aux rois, mais il prévoit de le servir aux dieux qui apprécieront ce jeu fantastique. Après la réunion d'affaires, il rentre chez lui, où il est informé du début de la cérémonie à laquelle il se rend avec sa famille en carrosse. Son père l'informe qu'il est devenu populaire, de nombreuses familles voudront donc le présenter à leur fille, et il doit être prudent à ce sujet. C'est pourquoi Caïn décide de sortir de ce problème. Son père est étonné de le voir car il n'a que 10 ans, mais il est brillant. En arrivant à la cérémonie, il devient nerveux, mais son père lui dit de se calmer car il en est capable. En entrant dans la cérémonie, il regarde les nombreux invités et ignore les objections de Corgino. Il rencontre ensuite Eric, mais il n'est pas seul, sa belle-fille est également avec lui dans une robe remarquable. C'est la première fois qu'ils se rencontrent en public, c'est pourquoi les 2 parties se présentent officiellement. Eric le félicite d'avoir sauvé sa fille. Et Caïn est terrifié en voyant son sourire inhabituel. Ici, Caïn montre son langage flatteur et fait l'éloge de Silk, affirmant qu'elle l'inspire énormément. Silk est tellement heureuse que Eric devienne furieux contre lui car il ne semble pas avoir 10 ans, selon son âge. Son père le sauve de cette situation gênante en expliquant que Rein le force toujours à la complimenter pour la satisfaire. Caïn a appris ces mots qui la font planer dans le ciel, donc ce n'est pas sa faute. Eric comprend tout à coup. C'est alors que le roi arrive avec sa grandeur et Télestia est également avec lui. Le roi les accueille chaleureusement et espère que ces personnes qui ont atteint l'âge de 10 ans joueront un rôle significatif dans l'avancement du royaume. En regardant Télestia, il est choqué par sa beauté envoûtante dans cette robe époustouflante, elle ressemble à une déesse. Les familles se dirigent maintenant vers le roi pour se présenter. Maintenant,
c'est au tour de Caïn, qui s'incline magnifiquement devant le roi. Caïn fait l'éloge de Télestia et la compare à une déesse. Lorsqu'elle entend que Caïn l'a appelée déesse, elle commence à rougir, inspirée par Caïn. Cependant, le roi a des objections à son égard, car ses actions et son langage flatteur ne correspondent pas à son âge. Caïn montre au roi son jeu pour détourner son attention. Le roi lui donne la permission de lui montrer le fantastique jeu, l'Othello, et veut en savoir plus. Il demande à Caïn de le rencontrer après la cérémonie. Caïn se souvient de mentionner son entreprise dans ce jeu, ce qui surprend également son père car il ne lui en avait jamais parlé. Il a besoin d'argent pour faire fonctionner sa demeure, alors il a décidé de développer son entreprise. Son père est impressionné par ce jeune de 10 ans qui peut se débrouiller seul. Son père continue avec d'autres personnes, lui permettant en réalité de se lier d'amitié avec d'autres personnes. Silk arrive avec une boisson, Télestia est toujours occupée, alors Silk a décidé de l'accompagner. Caïn pense que c'est une bonne idée car les deux sont engagés malgré la foule. Silk préfère parler avec Caïn, elle est innocente et l'appelle Monsieur Caïn, mais Caïn lui dit de l'appeler simplement Caïn. Elle a commencé à l'appeler Caïn avec amour à plusieurs reprises en parlant. Silk se rapproche de lui, et Caïn fait de son mieux pour gérer la distance entre eux avant que quelque chose ne se produise. Abit arrive avec ses amis, Abit est le fils de Corgino qui n'aime pas Caïn. Il s'intéresse à Silk et a de la fierté et de la royauté. Il suppose que Silk se rapprochera de lui en le regardant, mais contrairement à ses attentes, Silk lui adresse les salutations habituelles. Caïn est choqué de voir Silk changer soudainement. Abit est contrarié car Caïn doit s'écarter lorsqu'il parle avec Silk. Même ses compagnons demandent la même chose. Ensuite l'un des compagnons demande à Caïn de saluer Abit. C'est alors que Caïn se présente, mais ils ont mal compris qu'il est le fils du baron. En supposant qu'il est le fils du baron, il exige des excuses pour son action. Caïn n'est pas prêt à laisser tomber le sujet et dit à Abit de s'excuser. Abit s'énerve contre Caïn qui refuse de s'excuser. Abit pense que Caïn est un noble miséreux. Pour ce faire, Abit défie en combat Caïn alors qu'il ne sait même pas à qui il a affaire. Caïn pense à ce qui a rendu cette affaire si importante. Cependant, ils sortent et sont prêts à se battre. En entendant leur dialogue, Silk a peur, elle se rapproche de lui et Caïn maintient la distance entre eux. Abit dit à Silk d'arrêter de flirter et de se concentrer sur le combat. Son compagnon commence à effectuer la magie en lisant dans le livre avec ses mouvements. Plein de confiance, il est censé être un grand magicien. Avec sa magie, des nuages noirs apparaissent, et il attaque Caïn en créant une boule de feu. Cette boule de feu est si petite que Caïn l'évite en bougeant la tête. Même Silk, assez effrayé à en mourir, la considère comme insignifiante. Après cela, la personne suivante vient devant Caïn et veut lui montrer une magie de lumière. Il fait la même chose que ses camarades font avec ces mêmes nuages magiques qui apparaissent et la foudre tombe, tout en se transformant en balles de pierre vers Caïn, mais ces balles sont aussi minuscules. Alors qu'il va faire une autre tentative de danse, Silk lui interdit de le faire maintenant. Elle leur donne la bonne introduction de Caïn, disant qu'il n'est pas le fils du baron mais qu'il est le baron qui les a sauvés d'une bande d'orques. En entendant cela, ils sont surpris et ont réalisé leur erreur. Ils l'ont écouté mais ne savent rien de lui. Après avoir appris cela, ils ne peuvent plus continuer leur petit sketch, donc ils s'excusent de s'être mal comportés avec lui et partent de là. Silk a vu son côté obscur et a décidé de le révéler au public, mais Caïn lui interdit de le faire. Elle n'est même pas autorisée à le révéler en face de Télestia. Silk est assez brillante qu'elle a décidé d'utiliser sa faiblesse à son avantage. Elle a décidé de poursuivre leur relation amoureuse. Juste à ce moment, Télestia arrive et Caïn craint que Silk ne lui raconte tout, donc il met sa main sur sa bouche. Télestia dit que la main de Caïn sur le visage de Silk est inappropriée parce qu'ils ne sont pas encore mariés, donc elle a décidé d'en informer Eric aussi. Elle a écouté le secret et veut en savoir plus mais ils ne sont pas prêts à le révéler. Elle a également remarqué que Silk ne l'appelle plus par son titre. Sa limite a été dépassée quand Silk lui dit qu'ils ont prévu un rendez-vous galant. Télestia est aussi jalouse d'elle parce qu'elle veut sortir avec lui. Caïn, qui gagne un double avantage, ne les refuse pas. Juste à ce moment, le roi arrive et sa fille lui parle du rendez-vous. Le roi lui dit de le retrouver dans le salon parce qu'il veut discuter de sa fille. En dehors de cela, Caïn s'est retrouvé dans de sérieux ennuis parce que le roi ne lui fera pas de cadeau. En le voyant, le roi apprécie aussi le jeu de Caïn. Il a donc décidé de garder le secret mais Caïn a prévu de partager ce jeu avec tout le monde. Soudain, Eric arrive et rappelle le rendez-vous. Les fiançailles de Caïn ont été fixées avec leur fille mais ils ne veulent toujours pas le révéler en public. Ils l'avertissent donc d'être prudent en mettant leurs mains sur son épaule. Caïn est inquiet parce qu'il est innocent mais sa fille essaie de son mieux de se rapprocher de lui. Maintenant, Caïn est arrivé au palais, le serviteur du roi lui remet les autorités mentionnées et la clé. Le roi veut le rencontrer et le défier au jeu qu'il a inventé, mais il est trop émotionnel à ce sujet. Ainsi, le renvoyer pour rencontrer une autre personnalité royale est préférable. Caïn est content car il n'a pas besoin de rester plus longtemps ici, mais son bonheur est de courte durée car Eric est arrivé pour le défier au jeu. Il n'est pas assez audacieux pour le refuser, c'est pourquoi il accepte un match après avoir entendu sa volonté.
Tout le personnel du palais est prêt à essayer ce jeu avec ce jeune garçon de 10 ans. Après avoir joué avec eux, il est excité de voir sa demeure que le roi lui a offerte. Lorsqu'il entre dans sa demeure, il est stupéfait car elle est délabrée et négligée, même les pierres magiques sont cassées et ne peuvent pas éclairer la demeure. Il prend alors une vue d'ensemble de la demeure avec sa lumière magique, puis il utilise sa magie pour transformer la demeure délabrée en une luxueuse villa en réparant et nettoyant magiquement. Cain est heureux car il possède sa propre demeure à l'âge de 10 ans. Sylvia et les autres serviteurs sont arrivés pour s'occuper de cette demeure, prêts à y mettre tous leurs efforts. Colin Butler est également inspiré par ce jeune garçon de 10 ans qui a vaincu des orques. Lorsque Sylvia s'apprête à nettoyer l'endroit, il ne trouve pas le moindre grain de poussière car Cain explique qu'il a déjà fait leur travail avec sa magie. Colin est stupéfait de savoir qu'il maîtrise déjà la magie. Il rappelle à Cain qu'il doit retourner au palais car son frère aîné est sur le point d'arriver et il doit être là dans la demeure de son père. Ses frères le félicitent d'être un baron à un si jeune âge et sa sœur reine est très excitée de voir sa demeure, mais son frère aîné l'effraie en lui parlant de l'état délabré du palais, ce qui pourrait lui permettre de rencontrer des fantômes. Cependant, elle a confiance en Cain pour la protéger. Après un repas festif, Cain les emmène dans un magnifique palais, ce qui surprend son père car l'état de ce palais était pathétique il y a un an. Soudain, quelque chose lui vient à l'esprit et il comprend que son fils en est responsable. Cain l'admet également et leur montre toute la demeure. Après avoir observé toute la demeure, son père remarque le manque d'œuvres d'art, un palais ne peut être complet sans des peintures, des vases, des armures et des monstres empaillés. Ses idées cliquent dans l'esprit de Cain et il sait comment combler ses lacunes. En même temps, ils entendent les cris des serviteurs. Cain réalise qu'il a commis une erreur, alors il se précipite dehors. Les yeux de son père s'élargissent en voyant la statue du monstre dragon rouge devant lui, avec une large gueule. Son père demande des explications sur ce dragon, alors Cain explique la défaite du dragon rouge. Mais son père est stupéfait car le dragon rouge est un monstre de classe calamité, même un aventurier de classe pourrait battre ce monstre avec difficulté. Mais Cain, âgé de seulement 10 ans, a terrassé ce monstre dangereux. Dans cette bataille, quelques aventuriers ont dû mourir et la valeur de ce dragon est de 1000 pièces de platine. Ce qui est une somme considérable lorsque Cain en prend conscience, il est également choqué. Selon l'opinion de son père, ce dragon devrait être pris en charge plutôt que d'être exposé. Pendant la conversation, ils entendent à nouveau les cris de Sarah et Ren. Ils courent pour vérifier et découvrent que le système de jet d'eau les inspire. Cain a développé ce système et sa mère est impressionnée par lui. Son père considère qu'ils exagèrent à propos du système, mais il ne se retient pas de crier lorsqu'il les examine plus tard. Son père lui informe ensuite qu'il doit organiser la fête, celui qui reçoit la demeure ou le statut élevé doit organiser la fête. Après avoir entendu cela, Cain est choqué car il est contrarié par la fête. Colin est déjà au courant et s'apprête à appeler les invités. Toutes les personnalités royales sont invitées, même Corgino, ce qui dérange Cain en raison de sa personnalité grossière, mais il ne peut pas aller contre les règles. Une chose le tourmente, c'est qu'il ne peut pas remettre l'invitation au roi car seul le haut rang peut l'inviter, donc il a décidé de ne pas enfreindre cette règle. Une autre chose le tourmente, ce sont les cadeaux et les repas à offrir aux invités. Sylvia lui donne des suggestions pour présenter son hospitalité aux invités. Et Cain comprend ce qu'elle veut dire. Il utilise sa magie pour créer des vers attrayants et enchanteurs pour les invités. Le problème suivant est le repas, que Cain décide de ce qui doit être préparé. Il donne la recette au chef pour préparer un steak haché. Lorsque le steak haché est prêt, Sylvia le goûte et s'envoie pour apprécier ce délicieux steak haché. La boisson qui doit être servie avec est également alléchante. Elle ne fait pas l'éloge de l'alcool fabriqué par Cain avec sa magie. Cain n'est pas assez grand pour goûter l'alcool, donc il doit se fier à Sylvia. Obsédé par cette nourriture, il est alors informé que le roi a envoyé son messager pour appeler Cain. En arrivant au palais du roi, il apprend que le roi est furieux, même le roi ne le regarde pas car il n'est pas invité à la fête de début, tout le monde a reçu l'invitation sauf lui et cela l'irrite. Eric le rend continuellement jaloux en montrant la carte d'invitation. Le roi le réprimande également de ne pas avoir invité son futur beau-père à la fête. Eric tente de le protéger en rappelant la règle selon laquelle seul un rang élevé peut inviter le roi. D'autre part, Cain sait très bien comment gérer la situation. En sortant la carte d'invitation de sa poche, il fait semblant d'inviter le roi mais il attend la bonne opportunité pour le faire. En réalité, Cain n'a aucune idée de ce problème critique. Colin, qui est intelligent, lui a donné cette carte pour sa sécurité. Maintenant, il est obligé de remercier Colin pour avoir sauvé sa vie. Le roi est heureux comme un enfant après avoir reçu la carte et rendu Eric jaloux comme il le faisait auparavant. Le roi et Eric lui assurent qu'ils amèneront Silk et Telestia. En arrivant à son palais, il annonce cette nouvelle à tout le monde et ils sont choqués que le roi vienne à la fête. Les servantes sont nerveuses à l'idée de cette nouvelle. Mais Sylvia les encourage à faire de leur mieux. Cain révèle également qu'il est fiancé à la princesse, ce qui est un autre choc pour son personnel. Toutes les servantes sont prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes. Enfin, les invités commencent à arriver à son palais, et Cain et son père sont là pour les accueillir. En même temps, Eric arrive avec sa petite fille, Silk, qui est magnifique.
Caïn les conduit à l'intérieur du palais et Eric est choqué de voir le dragon rouge, il n'en a jamais vu auparavant, seulement entendu parler. Le voir dans ce manoir est un véritable miracle. Inspiré par le manoir, Silk partage ses pensées selon lesquelles elle vivra dans ce palais. Son père lui dit de ne pas penser trop loin. Ensuite, il goûte les boissons et les invités se sentent transportés, les bulles et les saveurs pétillantes sont hors du commun, même ses parents sont inspirés par ce goût délicieux. Lorsqu'ils réalisent que ces verres brillants et adorables sont des cadeaux, ils deviennent heureux car ce design est unique et enchanteur. Eric détourne son attention vers Silk qui savoure le repas, et il le taquine pour être un séducteur car il a utilisé ce repas pour gagner le cœur des filles. Caïn est incapable de dire un mot et se sent timide. À ce moment-là, le roi arrive avec sa grandeur et demande à tout le monde de profiter de leur discussion et de la fête. Le roi est offert à boire et ses expressions ne sont pas différentes des autres. Le goût s'intensifie lorsque Caïn offre du steak haché, un mélange de fromage et d'autres ingrédients savoureux. Lorsque le roi applaudit la nourriture qu'il offre aux invités, la reine arrive. Elle est étonnée par le système de jet d'eau et le félicite pour cela, affirmant que c'est une révolution qui devrait être adoptée partout. Après tant d'éloges de la part de la reine, le roi entre dans les toilettes et un cri de joie peut être entendu. En sortant, il ordonne à Caïn d'appliquer le système dans son palais dès que possible, et Caïn est prêt à le faire. Le roi lui a donné un autre titre d'hospitalité ultime en regardant tout. Tout le monde commence à applaudir pour lui et Caïn est heureux de leur amour. À ce moment-là, Calon informe que Corgino est arrivé pour gâcher l'ambiance de la fête. Caïn va le chercher, mais Corgino le rencontre de mauvaise humeur et compare même son palais à une niche de chien. Lorsque Calon veut informer Corgino du dragon rouge, Caïn lui interdit de le faire, ce qui conduit à ce que Corgino soit jeté au sol en voyant le dragon rouge. Après avoir repris connaissance, il se plaint de ne pas lui avoir dit auparavant à propos du dragon, et il se plaint toujours de l'environnement encombré dans une grande assemblée. Lorsqu'il s'assoit à table, Caïn lui propose des boissons. Corgino montre sa haine en disant que ce sera une boisson ordinaire, mais lorsqu'il goûte la boisson, son cœur bondit avec son goût délicieux. Cependant, son expression faciale révèle qu'il n'apprécie pas vraiment. Ensuite, on lui offre le plat signature, le steak haché de Hambourg. Se plaignant de l'apparence du plat, il le goûte et s'abstient de le louer, réalisant son commentaire, il couvre la situation en qualifiant son plat de dégoûtant. Colan dit à Caïn de se calmer car il ne peut pas créer de scandale à la fête en tant que personnalité marquante. Mais Caïn sait qui peut le maîtriser. Caïn se rapproche de lui, en lui offrant des verres et dit qu'il peut les emporter avec lui. Corgino accepte et exige encore plus de verres mais Caïn refuse disant qu'ils sont destinés aux invités. Après cela, il exige également la recette du steak de Caïn mais il refuse aussi. Cela le rend furieux et il dit que Caïn ferait mieux de lui offrir ses verres plutôt qu'à des nobles de pacotille. En échange, Caïn est prêt à lui offrir le plus grand des trésors du royaume, ce qui suscite l'intérêt de Corgino qui pense qu'il s'agit de gemmes ou d'autres bijoux. Pendant ce temps, Caïn calcule la position du roi et fait traîner la discussion. À ce moment-là, le roi arrive, ce qui surprend Corgino et le roi commence à réprimander. Corgino n'a jamais imaginé un roi à la fête, c'est pourquoi il s'est agenouillé. Le roi explique qu'il est le sauveur de sa fille, alors comment pourrait-il ignorer sa fête? Après cela, le roi commence à le réprimander pour ne pas se comporter correctement. Si son comportement continue ainsi, le roi envisage de le renvoyer. Maintenant, Corgino a compris qu'il a affaire à la mauvaise personne. Il s'excuse et s'enfuit car il n'est pas en état de faire face à la colère du roi. D'autre part, Silk sait que Caïn a amené le roi délibérément. Caïn lui a également avoué cela auparavant, et Silk l'appelle le plus rusé. Caïn exagère en appelant le roi le poids du royaume. Eric et le roi, qui écoute, remarque sa déclaration et s'apprête à le tourmenter à ce sujet. Pris de remords d'avoir parlé trop fort, il commence à s'excuser devant eux, et tout le monde apprécie l'innocence de cet enfant qui change. Lorsque le roi le réprimande pour l'avoir utilisé, le roi pense que cet enfant l'utilisera à l'avenir, donc il est en colère. Caïn précise qu'il n'a pas l'intention de le faire. De plus, il plaisante simplement car il ne peut pas défier Corgino, c'est pourquoi il demande l'aide du roi. Maintenant, Caïn rencontre le vice-capitaine Dai. Caïn est ici pour mettre tout le matériel monstrueux dans un endroit approprié à cet effet. Le vice-capitaine Dai l'aidera, et ils trouveront un endroit convenable. Lorsque le vice-capitaine Dai suggère une pièce de bon augure pour les monstres, Caïn croit fermement que cet endroit n'est pas suffisant pour ces monstres. Il révèle également que ce monstre est un démon de la terre. Le vice-capitaine Dai est stupéfaite car même des aventuriers de haut niveau ne peuvent pas vaincre ce monstre. Mais ce monstre n'est rien pour Caïn qui a déjà battu le dragon rouge. Le vice-capitaine Dai a désormais réalisé qu'il n'y a pas d'endroit pour le monstre. Par conséquent, elle dit à l'enfant de 10 ans de garder ces monstres dans la cour après quoi les gardes les transféreront dans un autre lieu selon ses instructions. Caïn a retiré le monstre de sa boîte d'objets. En regardant ces monstres, le vice-capitaine Dai regarde Caïn bouche bée car il n'est pas un enfant ordinaire. De plus, Caïn est choqué d'apprendre qu'il a tué les monstres les plus puissants. Le vice-capitaine Dai le considère désormais comme un héros ou l'apprenti de Dieu, mais il clarifie son doute en disant qu'il est l'enfant du margrave Caïn. Il ne faut donc pas penser trop fort à lui.
Cain essaie de s'échapper de cet endroit en profitant de l'occasion car ils ont besoin de temps pour s'occuper de ces monstres. Au contraire, le vice-capitaine Dai ne le laisse pas partir car elle veut tester sa capacité en combattant avec les chevaliers. De plus, il veut montrer ses capacités au capitaine. À contre-cœur, il dit oui à la vice-capitaine Dai. Plus tard, les chevaliers sont choqués de rencontrer un enfant mignon et ne peuvent pas connaître la raison de sa venue ici. Pour dissiper leurs doutes, le vice-capitaine Dai le présente aux chevaliers en disant qu'il a éradiqué 3 orques et sauvé la vie d'une princesse. Maintenant, Cain veut rencontrer le capitaine, mais le capitaine arrivera quand la bataille simulée commencera. Cain est terrifié en pensant que le capitaine est aussi un monstre qui aime se battre. Mais le vice-capitaine Dai révèle que le capitaine a une nature polie. Même s'ils écoutent ses traits, ils doutent encore de lui, se demandant comment un enfant de 10 ans peut terrasser les orques. L'un d'eux ose se battre contre lui pour tester sa capacité. Ce chevalier est suffisamment confiant pour dire à Cain de donner le premier coup d'épée. Cain saisit cette opportunité et le frappe d'un seul coup. Il a brisé son épée en bois d'un seul coup et le chevalier n'est pas en mesure de contre-attaquer, alors il accepte sa défaite. En regardant ses mouvements adorables, le vice-capitaine Dai est impressionné. Cain a vaincu un seul chevalier, donc il considère que c'est suffisant, mais le vice-capitaine Dai veut le faire se battre contre tous les chevaliers pour observer sa capacité. Cain ne veut plus se battre mais il n'a pas le choix lorsque les chevaliers l'entourent. Cain est prêt à se battre contre les chevaliers, mais avant qu'il ne puisse commencer le combat, la capitaine, une jolie fille, les regarde se battre contre un enfant. Elle ne peut pas croire que ces chevaliers lèvent leurs épées contre ce mignon enfant aux yeux bleus. Le considérant comme un enfant, elle le prend dans ses bras, supposant qu'il est terrifié par cette attaque. Sur son idée, elle essaie de l'apaiser et suppose qu'il est arrivé ici en errant. Le vice-capitaine Dai révèle qu'il a détruit 30 orques et sauvé la vie de la princesse. Quand elle sait qu'il est le héros Cain, elle est prête à se battre contre lui. Cain est stupéfait parce qu'on lui parle du combat simulé, mais Tiphana, la capitaine, est intéressée par un duel avant le combat. Le vice-capitaine Dai lui demande de se présenter, mais elle préfère parler à l'épée. Même les chevaliers savent à son sujet, c'est pourquoi ils savent qu'elle ne reculera pas. Cain s'oppose car il a une épée en bois, mais Tiphana l'ignore car elle a une lame de duel. Le combat emblématique commence avec un boost, pendant lequel leur vitesse d'attaque ont augmenté. Les chevaliers sont surpris car il peut dominer Tiphana avec l'assistance de la technique Clock-Up, utilisant la téléportation qui le fait disparaître et il garde l'épée sur son cou. Il a terminé ce combat en duel avec ce coup unique, car Tiphana a été vaincue. Elle est stupéfaite mais quand elle a repris conscience, elle lui propose de se marier. Les yeux de Cain se sont écarquillés car il est déjà fiancé à 2 filles. Par conséquent, il court derrière le vice-capitaine Dai et donne de piètres excuses, affirmant qu'il y a une différence d'âge entre eux et qu'il a besoin d'en savoir plus sur elle pour répondre à ses conditions. Elle lui informe qu'elle est capitaine de l'ordre chevaleresque royal d'Esphore, la fille du duc, et qu'il n'a pas à s'inquiéter de la différence d'âge car elle est une elfe pouvant vivre presque 300 ans, donc Cain peut avoir une belle épouse qui ne vieillira jamais. Malgré cela, Cain s'oppose car les elfes ne peuvent pas se marier sans la permission de leur famille. Au contraire, elle a la réponse à l'objection de Cain car quand elle a fui son domaine, elle leur a interdit de revenir jusqu'à ce qu'elle trouve son prince. Ayant résolu ce problème, elle doit maintenant obtenir la permission de nombreuses personnes pour se marier. Tiphana est d'accord sur ce point et dit au vice-capitaine Dai qu'elle veut rencontrer le roi immédiatement. Cain est stupéfait car il ne veut pas en informer le roi avant que Tiphana puisse parler. Tiphana commence à le traîner et il n'est pas en mesure de résister lorsque le roi est devant lui et demande pourquoi il a été appelé en urgence car on lui a confié la tâche de traiter avec les matériaux de monstres. Tiphana détourne l'attention du roi en sautant directement au point de lui demander de l'épouser. Le roi et Eric sont choqués car il est déjà fiancé à leur fille. Lorsqu'ils interrogent Cain sur le fait qu'il ne leur a pas parlé de ses fiançailles, il répond négativement car cette affaire est complètement confidentielle. Il n'en a donc pas parlé. On informe Cain à propos de Tiphana, qui appartient à un domaine indépendant où les elfes sont libres d'épouser un humain, elle est aussi la princesse de cet état et cette affaire est très confidentielle. En dehors de cela, ils ont révélé les fiançailles de leur fille, ils supposent qu'elle reculera après avoir su que Cain est déjà fiancé à Silk et Telestia. Pendant une seconde, elle est stupéfaite car le roi et Eric ont déjà remarqué que Cain est extraordinaire, ils l'ont réservé, mais elle n'est pas prête non plus à reculer devant Cain, donc elle est prête à se marier avec lui en le serrant dans ses bras. Maintenant, Cain a 3 prétendantes au mariage, même s'il n'a que 10 ans. Pour avancer dans cette affaire, ils ont décidé d'informer le père de Tiphana. Tiphana l'emmène avec elle pour renforcer son amour en l'impliquant dans l'arène de combat. Cain résiste mais elle l'a traîné dehors. Lorsque le roi apprend que Cain a vaincu l'elfe le plus fort de la région, des doutes émergent. Le vice-capitaine Dam partage également l'expression de Cain lorsqu'il demande s'il est l'apprenti d'un dieu ou un héros pour clarifier, il interroge le père de Cain mais il n'est pas au courant. Le roi sent qu'il y a quelque chose de louche, alors il prévoit de lui montrer le livre pour révéler la vérité. En dehors de cela, Cain est épuisé après un entraînement épuisant avec Tiphana. Elle le pousse jusqu'à ses limites, c'est pourquoi il est soudainement épuisé.
Il entend sa voix et tente de se cacher derrière le vice-capitaine Dai, qui le traîne ensuite devant le roi. Cain est submergé de problèmes et ne sait pas comment les gérer. Plus tard, devant le roi, celui-ci lui offre un manuel de magie de niveau empereur. Excité, Cain demande la permission de le lire après que le roi le lui ait permis. Il lit le livre appartenant au premier empereur Yuyatera Hirasawa. En lisant le livre, il réalise que beaucoup de magie est nouvelle pour lui. Ils ont donc compris qu'il pouvait lire le livre de magie. Le roi révèle que personne d'autre ne peut le lire car sa langue est incompréhensible. Maintenant, Cain réalise qu'il a commis une erreur car ce livre est en japonais, ce qui signifie que le premier empereur a également été réincarné comme lui. D'autre part, le roi s'interroge sur sa véritable identité. Cain est choqué car il n'a d'autre choix que de tout révéler à eux. Il craint également qu'en connaissant la vérité, ils le bannissent. Cependant, il a décidé de leur révéler la vérité et ils peuvent le bannir s'ils ne veulent pas l'accepter. Cain expose que cette langue est le japonais et qu'il appartient au même monde que le premier empereur. Après sa réincarnation, il a reçu ses souvenirs lors d'un baptême à l'âge de 5 ans. Ils lui ont révélé la vérité lorsqu'il a rencontré les dieux. Après avoir su que Cain a rencontré les dieux, tous sont stupéfaits. Cain leur donne un autre choc, il a rencontré les 7 dieux qui lui ont donné un pouvoir extraordinaire dans chaque capacité. Maintenant, son père doute s'il est leur fils ou non, mais Cain le satisfait en affirmant qu'il est leur fils biologique. En dehors de cela, le roi lui a ordonné de montrer son statistique. Selon l'ordre du roi, Cain a révélé son statut devant eux. C'est alors au tour du roi et de tous les autres d'être choqués, car il est au niveau 10 dans chaque capacité. Il est très difficile pour eux de le croire, et le roi ne sait pas quoi lui dire. Le roi est furieux contre lui car il aurait dû lui révéler cela avant, étant donné ses pouvoirs extraordinaires et le fait qu'il a été choisi par Dieu. Tout le monde devrait le louer en entendant cela. Cain ne peut pas s'empêcher d'être ému, car il est satisfait de cette vie. Dans cette vie, il a tout, des parents aimants et des amis loyaux, et il peut aussi profiter de tuer les monstres, contrairement à sa vie précédente où il n'avait rien et sa famille était morte. De plus, il est redevable envers son père qu'il a toujours aimé en tenant compte de ses désirs. Le roi lui a assuré que son identité ne sera pas dévoilée, mais il pense que Cain est apte à devenir roi. C'est alors que Tiphana arrive, heureuse, et leur montre la permission de son père. Son père n'a aucune objection à leur mariage, et elle l'emporte à nouveau. Les personnes présentes dans la pièce sont heureuses car Cain n'est pas arrogant comme le Fils divin, donc ils sont à l'aise avec lui. Cain est fatigué du combat simulé. De plus, le roi les a menacés de ne pas partager ce secret avec quiconque, même ils ne sont pas autorisés à en parler à leur famille. Après cela, le roi est parti mais il est obsédé par Cain, le considérant comme l'avenir de cet empire. Il sera responsable de protéger le monde entier à l'avenir. Les choses changent lorsque les princesses sont furieuses contre lui pour être apparues dans un autre engagement. Cain les calme en disant qu'il est innocent. Silk apprécie la situation, mais Telestia est en colère d'avoir une autre concurrente, elle ne peut même pas imaginer comment il peut se fiancer en atteignant l'âge adulte en même temps. Tiphana arrive et veut l'emmener au combat simulé pour partager son amour en l'appelant son cher mari. Cain ne veut pas y aller, mais il n'a pas le choix, elle le traîne sur le terrain d'entraînement et ne le laissera pas partir avant demain. Maintenant, Cain est en train de lire dans la bibliothèque un livre écrit par un roi qui a gouverné ce royaume il y a des années. Il trouve de nombreuses similitudes entre lui-même et le roi qui a régné, car il a également été réincarné comme lui. Le roi Yuya a documenté son parcours pour devenir roi après la réincarnation car il voulait partager ce qui lui était arrivé avec quelqu'un vivant des circonstances similaires. C'est pourquoi le roi Yuya a écrit le livre en japonais. Ainsi, Cain est le seul dans le pays ou au palais du roi qui connaissent le contenu et l'histoire du livre du roi Yuya. Mais contrairement à Cain, le roi Yuya a été transporté dans l'autre monde sous sa forme actuelle. Soudain, les 2 filles du roi, Telestia et Silk, entrent dans l'étude et posent de nombreuses questions. Elles veulent savoir ce qu'il lit car elles ne peuvent pas lire le titre qui est en japonais. Les 2 filles supposent que c'est le livre pour l'examen d'entrée de Cain et elles veulent désespérément se joindre à lui pour lire. Ils n'aiment pas leur présence alors qu'il est sur le point de découvrir les événements passionnants de la vie du roi Yuya. Il se lève de sa chaise en refusant poliment de se joindre à elle plus tard, car il a beaucoup de choses à faire. Telestia et Silk veulent savoir quand leur bien-aimé Cain sera libre pour eux, mais il évite leur compagnie et refuse de leur accorder du temps aujourd'hui et demain. Il quitte lentement la pièce en criant qu'il passera du temps avec Silk et Telestia un autre jour, mais il ne sait pas quand sera ce jour. Telestia et Silk sont agacés par son comportement car il n'a jamais de temps pour elle. Cain s'éloigne de l'étude pour éviter Silk et Telestia lorsque sa 3e épouse, Tiphana, court vers lui. Elle est tellement excitée de lui annoncer qu'elle a organisé un événement pour demain où différentes équipes se battront les unes contre les autres. Sachant que l'événement est demain, Cain est très irrité car il n'est pas intéressé par de telles bagarres. Il s'enfuit de Tiphana en disant qu'il est occupé demain, donc elle peut organiser l'événement un autre jour. Mais tout comme il n'a pas pu dire à Silk et Telestia, il n'a pas dit à Tiphana à quelle heure il serait disponible pour ses épouses. Le lendemain, il enfile une armure et se prépare à aller à la guilde des aventuriers. En tant que règle de la guilde des aventuriers, toute personne de plus de 12 ans peut rejoindre la guilde, et ce jour est enfin arrivé.
Il peut être membre de la guilde des aventuriers et pratiquer toutes les compétences qu'il a apprises au fil des ans auprès de maîtres experts. Mais la vie prend un tournant inattendu et il entre dans ce royaume réincarné en personne royale, mais devenir guerrier est sa passion et ce jour est très important pour lui. Lorsqu'il s'inscrit à la guilde, Cain entre avec enthousiasme dans la guilde et la trouve juste comme il faut, car la guilde dans la capitale de... Il regarde autour de lui avec excitation quand un jeune homme aux cheveux roux nommé Claude l'arrête. Il veut savoir ce qui a amené un petit enfant ici dans la guilde. Cain lui explique alors la raison de sa venue à la guilde des aventuriers, reconnaissant d'avoir atteint l'âge de 12 ans pour pouvoir devenir membre ici. Claude lui conseille en tant que petit garçon de ne jamais se mettre en danger en se battant avec quiconque. Claude marche à côté de lui et Cain se demande s'il a déjà rencontré ce gars, incapable de se rappeler qui il est. Cain se rend au comptoir où la réceptionniste Laetitia lui demande s'il veut s'inscrire à la guilde. Cain confirme, puis Laetitia lui donne un formulaire à remplir. Il écrit son nom et le rend à Laetitia. Elle lui donne un cristal avec une aiguille par-dessus. Les aventuriers testent leur capacité magique à travers cela. Cain a piqué son bout de doigt et a touché sa goutte de sang sur l'aiguille dans le cristal. Celui-ci détecte sa capacité magique et imprime instantanément une carte indiquant qu'il est de rangée. Il se souvient que ses tuteurs avaient un rang plus élevé. Voyant que Cain murmure quelque chose entre ses lèvres, Laetitia l'assure qu'il peut poser n'importe quelle question, qu'elle peut dissiper tous les doutes, mais Cain ne veut rien savoir. Il dit donc au revoir à Laetitia. Elle lui conseille, alors qu'il s'apprête à partir, de toujours privilégier sa sécurité à tout moment. Pendant ce temps, des combattants et des aventuriers de la guilde se moquent de Laetitia et lui demandent de se joindre à eux. Il rit en lui proposant de passer la nuit avec eux, mais Cain n'apprécie pas leurs plaisanteries vulgaires et leur dit d'arrêter. Entendant cette mise en garde d'un enfant, les aventuriers se mettent en colère et l'attaquent. Cain esquive l'attaque, et les deux agresseurs se cognent mutuellement la tête. Maintenant, le combattant est encore plus en colère car il ne peut pas attraper le petit garçon. Ils ignorent sa puissance physique immense. Le combattant demande à tous les membres de la guilde de l'attaquer, mais Cain esquive leurs attaques tandis que les deux attaquants se cognent mutuellement la tête. Maintenant, le combattant veut utiliser son épée. Mais Cain est sur le point de le mettre en garde de ne pas utiliser son épée contre lui lorsque Claude revient et les défie à combattre avec lui à la place de Cain, mais il s'enfuit instantanément. Laetitia remercie Claude d'être venu juste à temps pour les sauver. Cain le remercie également, mais Claude l'invitait à se joindre à lui pour boire un verre. Il apprécie la façon dont Cain s'est sauvé comme un grand combattant. Ils arrivent dans un bar où Claude commande un verre pour lui-même et un jus de fruits pour Cain. Il est stupéfait par les mouvements rapides de Cain et est convaincu que Cain a appris ses compétences. Cain partage qu'il a commencé cet entraînement avec de grands maîtres dès son enfance. Ils apprécient leur boisson tout en discutant. Quand Cain veut savoir plus si le vrai nom de Claude est Givrefeu, Claude partage qu'il a formé une bonne équipe avec sa femme. Il utilise une épée dotée d'une puissance magique de feu, et sa femme utilise son bâton de glace pour contrer leurs ennemis. Cain est surpris d'apprendre pour la première fois qu'il a formé une équipe avec sa femme, mais Claude dissipe son doute en lui disant qu'il doit avoir une personne honnête dans son équipe, et c'est mieux quand cette personne est sa femme. Avoir sa propre équipe est important pour améliorer son rang. Alternativement, quelqu'un peut se battre avec un aventurier de niveau supérieur pour obtenir une carte de rang. Cain est excité de voir sa carte en or, mais Claude est un modeste aventurier qui sait qu'il doit encore exceller pour atteindre le rang SSS. Jusqu'à aujourd'hui, un seul roi a atteint ce niveau, mais Claude se contente de sa carte en or. Il sait qu'il doit avoir des compétences exceptionnelles pour atteindre le rang SSS avec sa carte noire. À ce moment-là, la femme de Claude, Léna, arrive au bar et lui cogne la tête avec son bâton. Elle est en colère contre lui pour avoir bu à nouveau, mais Claude raconte comment il a vu Cain se sauver grâce à son intervention. Les idiots de la guilde des aventuriers sont en sécurité, sinon Cain les aurait tués. Léna se penche pour connaître le nom de Cain et lui propose son aide s'il se trouve en difficulté, mais ensuite Léna devient encore plus en colère car elle ne croit pas un mot de ce que Claude lui dit. Elle le traîne hors du bar en colère car elle pense que rien de tout cela ne s'est produit, qu'il invente cette histoire pour se sauver. En sortant du bar, Claude crie à Cain qu'il doit se battre contre quelqu'un pour obtenir un rang supérieur. Cain arrive à la guilde des aventuriers où de nombreuses personnes de rangée font la queue pour combattre des aventuriers de rang supérieur. Ils choisissent leur défi parmi ceux épinglés au tableau. Cain n'aime pas le défi de transporter des bagages de boutique, il cherche donc attentivement une autre tâche et accepte celle où il doit combattre les gobelins. Cain est tellement heureux d'avoir trouvé sa première tâche selon son souhait et sort avec le papier. Il n'a pas remarqué que sa femme Tiffana venait de l'autre direction en courant vers lui. Tiffana crie son nom, puis le serre dans ses bras et lui raconte comment elle a une séance d'entraînement en cours à l'extérieur du palais. Cain saute de joie d'avoir enfin sa carte de membre tant attendue de la guilde des aventuriers. Maintenant, il veut augmenter son rang, c'est pourquoi il va seul combattre les gobelins. Tiffana, qui aime beaucoup les combats, veut se joindre à lui pour son aventure. Cain crie au vice-capitaine en demandant de l'aide, mais le vice-capitaine est également impuissant face à Tiffana. Tiffana est tellement heureuse d'avoir une chance de profiter de la compagnie de son mari. Ils pénètrent dans la jungle où ils peuvent trouver les gobelins.
Pendant qu'elle vole encore et profite de la brise fraîche en même temps, Cain détecte que les gobelins sont présents quelque part à proximité. Tiffana ne montre aucun intérêt pour le défi et court devant Cain en riant comme s'ils essayaient de s'attraper l'un l'autre. Soudain, ils arrivent dans un endroit où des objets comestibles sont étalés sur le sol et le propriétaire est entouré de gobelins. Avant de commencer le combat, Cain prononce un sort magique pour soigner l'homme inconscient et il se réveille ensuite. Tiffana dit à Cain de rester en arrière, puis attaque instantanément les gobelins. Cela entraîne la mort de nombreux gobelins par son épée magique de glace. Ensuite, elle imagine des cloches de mariage qui sonnaient, en robe de mariée, elle se met à danser avec Cain. Soudain, des lézards verts apparaissent et regardent. Cain envoie l'homme avec Tiffana et tue les lézards verts en utilisant son pouvoir magique de glace. Ensuite, il forme une colonne de glace autour de la zone des gobelins. L'homme avec lui proteste, mais elle lui dit de se détendre et de la laisser se battre. Plus tard dans la journée, Nina et une autre fille se tiennent au bord d'un trou. Le trou ancien était utilisé comme lieu de vie pour les lézards verts. Récemment, ils ont quitté le trou et maintenant il n'y a plus de lézards ici. Lena retourne chez elle après avoir inspecté le trou. Plus tard dans la journée, Cain arrive à la guilde des aventuriers et veut connaître la valeur des lézards verts. La réceptionniste Letia partage que tuer un lézard donnerait à Cain un rendez, mais elle est très surprise d'apprendre qu'il a tué 30 lézards, car elle ne connaît pas les récompenses pour avoir tué 30 lézards verts. Elle va donc voir Cédric assis dans sa chambre. Il ne croit tout simplement pas qu'un enfant qui s'est récemment inscrit puisse tuer des lézards verts dangereux. Il accuse Cain de tricher, tandis que Letia résiste en disant qu'il ne devrait pas être si impoli. Lorsque Cain essaie de clarifier qu'il n'est pas un tricheur, Cédric devient encore plus en colère, jetant le livre. Il annonce qu'il annule la carte de membre de Cain. Letia résiste en disant qu'il ne devrait pas agir de manière impolie tandis que Cain se tient la tête entre ses mains, inquiet de voir pourquoi Cédric n'est pas gentil avec eux. Soudain, un elfe entre dans la pièce, qui est le grand maître de la guilde. Cédric lui raconte la citation et le grand maître rit après avoir entendu tout cela. Cédric devient contrarié et demande la raison. Il commence à dire que Cédric pourrait être plus expert dans le jugement des personnes. À ce moment-là, Tiffana arrive et cercle. Le grand maître partage que le même enfant a sauvé les princesses Silk et Telestia, étant le fils du margrave Garm, et est sur le point d'épouser Tiffana, qui est la sœur du grand maître. Cain déclare humblement qu'il voulait juste obtenir son adhésion avec un nom ordinaire. En entendant cela, Cédric demande pardon en s'agenouillant. En tant que personne royale, Cain a toute l'autorité pour punir et exécuter la personne coupable qui l'humilie, mais il choisit de pardonner à Cédric pour qu'il n'abuse plus de son pouvoir. Ensuite, Cain veut savoir s'ils ont accepté ces lézards ou non. Le grand maître est satisfait de ses efforts et ordonne à Letia de garder les lézards dans la salle de stockage de la guilde tandis qu'ils élèveront le rang de Cain de G à Tiffana rappelle à son frère, le grand maître, que Cain a également tué un dragon rouge, ce qui le rend plus fort qu'elle. En révisant sa décision, le grand maître annonce que Cain sera élevé au rang A dès son premier jour dans la guilde, mais pour cela, il doit capturer des bandits. Une fois qu'il aura ramené les bandits à la guilde, ils lui donneront un insigne de rang. Le grand maître demande à Cédric d'aller compléter les formalités immédiatement. Le grand maître est heureux que le courageux Cain soit le futur époux de sa sœur et lui demande d'être un protecteur fort pour sa sœur. Elle prend offense quand il dit cela car elle sait qu'elle est plus musclée. Les deux frères et sœurs font des blagues mignonnes l'un avec l'autre. Cain est tellement impressionné que personne ne boude et qu'ils se comprennent bien en tant que frères et sœurs. Les dieux qui observent le comportement de Cain discutent entre eux du fait qu'il devrait recevoir une protection de niveau 10 plus importante, car Aaron, scellé il y a 300 ans, revient après avoir brisé le sceau. Par conséquent, pour maintenir le monde en bon état, ils doivent donner plus de pouvoir et de formation à Cain. Il décide d'assigner un maître qui lui donnera une formation. Pendant ce temps, Cain profite de cette nuit avec sa carte dorée de rang A, obtenue le même jour où il est entré dans la guilde. Une fois de plus, Cain étudie quand Telestia et Silk entrent. Elles veulent étudier avec lui, et Cain accepte leur demande. Elles sont excitées à l'idée de rejoindre leur futur mari pour une séance d'études. Juste à ce moment-là, Tiffana entre et annonce à tout le monde qu'ils vont avoir un rendez-vous dans la jungle. En entendant cela, Silk et Telestia commencent à s'énerver et crient après Cain, qui cache son visage pour les éviter. L'histoire se poursuit alors que Cain doit passer l'examen d'entrée pour l'Académie royale. Sylvia est inquiète car Cain ne s'est pas réveillé, donc elle se rend nerveusement dans la chambre de Cain et le réveille. Cependant, Cain est tellement détendu qu'il ne pense pas qu'il sera en retard pour arriver à l'Académie, car il est ponctuel. Il arrive à temps à l'Académie royale et se dirige directement vers les réceptionnistes. Il demande son nom à Cain et vérifie où se trouve son nom dans la liste des candidats. On lui attribue ensuite un numéro de chambre et on lui donne un numéro de place, le numéro 10 dans la salle 285. On lui demande ensuite de se rendre à l'examen d'entrée. En marchant vers sa salle d'examen, il réalise qu'il n'a pas vu le nom de ses amis sur la liste des candidats. Lorsqu'il entre dans la salle, elle est déjà bondée d'étudiants plongés dans la lecture de leurs livres, et personne ne remarque son arrivée. Il cherche Sylvia mais réalise qu'elle est probablement dans une autre salle. À ce moment-là, l'examinateur entre dans la salle et demande à chaque élève de s'asseoir. Elle met en garde contre la tricherie,
affirmant que tout contrevenant perdra son droit de participer aux examens. Elle place ensuite un sablier sur la table et demande aux étudiants de commencer à lire leurs épreuves. Cain lit le papier et est heureux de constater que toutes les questions portent sur l'arithmétique et l'histoire. Il est sûr de pouvoir répondre à toutes les questions facilement. Peu de temps après, Cain pose sa tête sur la table pour se détendre. Mais l'examinateur remarque son attitude et le met en garde contre le temps restant. À sa grande surprise, Cain a déjà terminé son épreuve lorsque le temps s'écoule. L'examinateur demande à tout le monde de laisser son épreuve sur le bureau et de se rendre à la prochaine épreuve. Il apprend alors qu'il s'agit d'un examen d'évaluation magique. Chaque élève doit choisir un point sur un tableau accroché au mur et utiliser n'importe quel type de magie pour toucher ce point à une certaine distance. Cain choisit Inferno et lance une boule de feu bleu vers la cible, qui percute non seulement la cible mais aussi le mur et les arbres alentours. L'organisateur de l'examen court pour vérifier que tout le monde est en sécurité. Impressionné mais aussi agacé par l'ampleur de la magie utilisée par Cain, l'examinateur le fait passer à la zone d'escrime. Cain s'excuse pour les désagréments causés, mais l'examinateur ne l'écoute pas. Dans la zone d'escrime, il est annoncé que les étudiants combattront un aventurier de haut rang, Claude. Cain se sent à l'aise face à Claude, mais ce dernier est surpris de le voir participer à de tels tests en raison de ses pouvoirs extraordinaires. Cain accepte humblement les compliments et explique que c'est son souhait de rejoindre l'académie. Alors qu'un étudiant converse avec un guerrier de haut niveau, l'examinateur perçoit l'intérêt de Claude pour affronter Cain. Par conséquent, il ordonne à Cain de passer d'abord l'examen d'escrime, puisque Claude connaît le niveau d'expertise de Cain. Claude le met d'abord au défi pour le chauffer. Lorsque le combat commence entre eux, ils s'attaquent si rapidement que les autres étudiants ne peuvent même pas suivre la vitesse de leurs épées. Malgré chaque coup d'épée de Cain, Claude ne peut se permettre de perdre la session avec Cain. Il utilise donc un boost pour se revitaliser et attaquer Cain avec une puissance accrue. Non seulement les étudiants, mais même l'examinateur est surpris de les voir se battre comme des experts. Par conséquent, il les arrête et dit à Cain qu'il a évalué ses compétences et lui permet de rentrer chez lui en attendant le résultat. Claude a tellement apprécié la session de combat avec Cain qu'il veut en avoir une autre un jour et partager ses pensées avec lui. Cain accepte et rentre chez lui. En ouvrant la porte de sa maison, Sylvia l'attend déjà avec impatience dans le hall. Cain lui raconte comment il a réussi chaque examen et espère obtenir l'admission à l'académie. Sylvia fait confiance aux compétences de son maître et lui souhaite bonne chance. Soudain, elle sent que son jeune maître Cain doit avoir faim après un tel examen difficile. Elle se précipite donc vers la cuisine pour préparer à manger, laissant de côté la conversation. Pendant ce temps, Cain est invité à rencontrer le roi dans sa chambre. Il s'y rend directement, mais le roi semble en colère et tient un papier à la main. Le rapport envoyé par l'Académie montre que Cain a causé tant de problèmes en utilisant un pouvoir énorme. Il a brisé le mur de l'enceinte et détruit la zone située derrière, ce qui aurait pu mettre la vie de quelqu'un en danger. Cain s'excuse pour l'erreur, mais malheureusement, il a utilisé ses pouvoirs après avoir obtenu la permission de l'examinateur. Plus tard, le roi veut savoir pourquoi ses filles, Télestia et Silk, ne l'ont pas trouvé dans la salle d'examen. Soudain, le roi réalise que Cain a commis une autre erreur en entrant dans les salles d'examen réservées aux roturiers. Initialement, il pense que Cain ne sait pas que l'entrée sud est pour les gens ordinaires tandis que la porte nord est pour les membres de la famille royale. Mais Cain le sait, et lorsque Télestia ne l'avait pas trouvé dans leur salle, elle l'a cherché partout et en a fait part au directeur. Par la suite, le duc Eric a une autre histoire à partager avec le roi. L'examinateur de l'académie est venu le voir, joyeux en disant que l'examinateur était surpris de voir comment un enfant ordinaire a détruit le centre d'examen. De plus, il n'a jamais vu un débutant utiliser son habileté d'épéiste de manière idéale avec un guerrier de haut niveau. Ils sont préoccupés par la révélation des résultats de l'examen, sinon ils l'auraient déjà déclaré. Après avoir entendu l'histoire, le duc rit si fort que cela confond l'examinateur. Le duc admet qu'il sait que maître Cain doit avoir fait tout cela. Il est heureux que lorsque le premier ministre Magna recevra la facture de réparation de l'académie, quelle sera sa réaction? Cain s'excuse auprès des deux, tandis que le roi le met en garde lui disant de faire beaucoup plus preuve de modération à l'avenir. Le roi demande à Cain de partir et lui rappelle que l'annonce des résultats est aujourd'hui, il doit donc arriver à l'académie à temps. À l'académie royale, Cain essaie de lire son nom pour déterminer s'il a réussi l'examen. Soudain, Silk se tient derrière lui et partage la bonne nouvelle, Cain est en tête de liste pour avoir exceptionnellement bien réussi l'examen. Elle et Télestia ont obtenu respectivement la 3e et la 2e place. Il est contrarié lorsque Silk lui révèle que Télestia n'a pas aimé qu'il ait pris l'entrée sud et il se rend compte qu'il va encore se faire gronder. En partant, elle met en garde Cain de se présenter à la cérémonie d'entrée ou de se préparer à être puni. La colère monte en Cain car il n'aime pas la façon dont elle agit de manière autoritaire avec lui. Cain décide donc d'assister à la cérémonie et rencontre Reine à l'entrée. Elle guide les étudiants sur le chemin à suivre. Soudain, elle tourne la tête et voit Cain avec une énorme excitation. Elle le serre dans ses bras et partage sa fierté pour lui d'être le meilleur scoreur du test. Reine lui souhaite bonne chance pour son discours à la cérémonie d'entrée.
Cain devient nerveux lorsque Rein partage que chaque meilleur scoreur dans l'examen d'entrée donne un discours à la cérémonie. Cette année, Cain sera cet étudiant. Peu après, Cain rentre chez lui pour se changer. Il ne sait pas que Sylvia l'attend avec impatience, car elle veut connaître le résultat de l'examen. Sylvia devient tellement excitée quand Cain rentre et annonce la bonne nouvelle qu'il est le meilleur scoreur à l'examen écrit et pratique. Elle fait confiance à son maître Cain et court immédiatement vers la cuisine pour préparer de la nourriture pour 100 personnes pour célébrer. Cain n'aime pas que Sylvia veuille qu'il mange toute la journée, mais il ne s'en soucie pas aujourd'hui car manger trop est autorisé au moment joyeux. Cain arrive à la cérémonie vêtu d'une belle veste et observe les deux entrées de l'académie. En entrant, il voit que ses parents sont déjà assis et agitent leurs mains depuis le hall. À son entrée, Silk et Telestia lui demandent de les rejoindre dans le hall et aiment son apparence dans l'uniforme de l'académie. Cain prend place entre Silk et Telestia. Les garçons assis derrière se demandent qui est le garçon assis avec les filles du roi, tandis que les filles apprécient que Cain soit assez charmant. Enfin, la cérémonie commence et un enseignant monte sur scène. Il annonce que Cain est le meilleur scoreur de l'examen, donc il s'adressera aux étudiants. Cain se tient devant les étudiants derrière un bureau et explique comment il ne connaissait pas le chemin exact vers le centre d'examen le premier jour. Plus tard, il a appris qu'un était pour les roturiers, mais il ne croit pas à la division des gens en communautés séparées. Il envisage donc de se faire des amis indépendamment de leur noblesse. Après avoir terminé son discours, deux autres présentateurs partagent que le roi est assis entre eux et veut s'adresser aux étudiants. Il se met à côté de Cain et met en garde les enseignants car la promotion de cette année est hors du commun, alors il leur souhaite bien du courage. Cain se sent embarrassé et sent que le roi le met en garde. Après ce discours, ils sont rentrés en classe où Silk et Telestia l'attendaient. Soudain la prof entre et leur demande de choisir leur spécialité. L'enseignant veut s'assurer que tout le monde choisit sagement la matière. Cain choisit naturellement l'aventure, tandis que Silk insiste pour choisir la matière de la noblesse. Il choisit celle qui combine la noblesse et l'aventure. Silk promet de lui organiser un domaine et ils sortent. En sortant de la pièce, il voit une vieille amie debout dans le couloir. C'est Parma et elle est entourée de quelques garçons nobles. Il la force à quitter l'académie car une roturière comme elle ne devrait pas être ici. Cain apparaît alors et les empêche de se moquer d'elle. Les garçons ne l'écoutent pas et deviennent plus obstinés. Ils disent qu'ils détruiront Parma et sa famille même s'ils les arrêtent maintenant. Entendant cela, Silk et Telestia demandent qui oserait nuire à qui. Le fils du marquis et ses amis deviennent très effrayés. De plus, Telestia met en garde qu'un membre de la famille noble devrait apporter réconfort et paix aux gens ordinaires, tandis qu'ils causent des problèmes. Par conséquent, ce sont eux qui doivent être punis. Tous les garçons veulent demander pardon à Silk et Telestia. Ils leur font présenter des excuses à Parma à la place, ce qu'ils font. Parma parle ensuite à Cain et est très heureuse d'être dans la même classe que lui. Remarquant que Cain est assez franc avec Parma, à la fois Silk et Telestia veulent qu'il s'agenouille pendant qu'il parle un peu avec la nouvelle fille. Ne voyant pas d'autre solution, il s'agenouille comme elle le dit si strictement. Après que Cain se soit agenouillé, ils appellent Parma à venir avec eux pour avoir une petite conversation. Ils commencent à rire dans un coin, tandis que Cain est surpris. Il soupçonne qu'ils doivent comploter quelque chose contre lui. En même temps, Cain entend une voix étrange mais ne peut pas voir son visage. La voix masculine lui ordonne de se lever car ses genoux doivent être fatigués et de se diriger vers la bibliothèque. C'est là qu'il le rencontrerait. Alors que Cain ouvre la porte de la bibliothèque, il voit une autre dimension à l'intérieur. Soudain, il disparaît en un éclair et réapparaît dans une pièce où un homme est assis de dos à Cain. Il ne peut pas juger qui il était. La chose la plus suspecte est que l'homme prépare du café, ce qui n'est pas un élément dans ce monde. L'homme se retourne et a un sourire sur le visage. Avec un ton poli, il dit que Cain est en réalité Shena et qu'il le sait bien. Il prend une tasse de café et l'apprécie beaucoup car c'est la seule chose qui lui manquait dans ce monde et qu'il l'a bu après 9 ans. L'homme lui dit qu'il a entendu de l'ancien Zénon, le chef des dieux et des autres dieux, qu'ils venaient d'un autre monde et qu'ils sont ceux qui ont organisé cette rencontre. Cain se demande quel genre de personne peut bien être cet homme au hasard et même le niveau de force qu'il possède pour pouvoir rencontrer les dieux. À contre-cœur, il demande à l'homme quel est son nom et l'homme dit qu'il ne sait pas si Cain le connaît, mais son nom est Iyuyatera Hirasawa Esfor. Cain crie, n'en croyant pas ses oreilles. Iyuya Hirasawa est le premier roi du royaume d'Esfor et il est celui qui a créé le royaume. Cain ne veut pas le croire et lui dit qu'il a récemment trouvé un livre sur la magie ancienne que Iyuya avait écrit en japonais, et quand il a lu le livre, il a vu qu'il avait été écrit il y a environ 300 ans. Cela signifie que Iyuya vit depuis plus de 300 000 ans et il devrait être mort. Il regarde sous la chaise pour confirmer si Iyuya est un fantôme, mais il peut voir les jambes de Iyuya par terre, il est donc évident que Iyuya n'est pas un fantôme. Il demande à Iyuya comment il est encore en vie après toutes ces années, et Iyuya lui dit qu'au lieu d'attendre une réponse, il devrait utiliser son statut pour découvrir qui il est et comment il est encore en vie. Après avoir obtenu cette autorisation de Iyuya, Cain ouvre son statut et découvre que Iyuya est le dieu de la création. Il crie, et Iyuya lui explique qu'il est le dieu de la création et qu'il était celui qui a créé le monde dans lequel il se trouve, appelé le Favinil. En conséquence,
Il est devenu immortel et il a maintenant la même force que les autres dieux que Caïn a rencontrés. Caïn est étonné, il avait pensé qu'il était celui qui était trop gâté par les dieux et à qui on avait donné tant de capacités magiques, mais il ne sait pas qu'il est sur le point de débloquer un niveau de force plus grand que ce qu'il peut imaginer. Après l'introduction, Yuya lui dit qu'il a entendu beaucoup parler de Caïn par les dieux et que les dieux ont dirigé Caïn vers lui pour que Caïn puisse s'entraîner et apprendre à se battre. L'idée de s'entraîner semble ridicule à Caïn, il n'a même pas pu apprendre quoi que ce soit des enseignants qu'il avait formés quand il était enfant. Il est plus fort que quiconque maintenant, alors pourquoi doit-il s'entraîner davantage? Il exprime ses préoccupations à Yuya qui lui dit qu'il n'est pas assez fort. Yuya sort un biscuit et dit que si Caïn pense qu'il est assez fort, il devrait essayer de lui prendre le biscuit. Caïn entre immédiatement en action, il saute en avant pour prendre le biscuit, mais Yuya sort son épée et tient Caïn à la pointe de l'épée. Caïn est terrifié, accepte la défaite et dit qu'il n'est en fait pas aussi fort que Yuya, cependant, il est plus fort que la plupart des gens dans le monde, alors pourquoi les dieux veulent-ils qu'il s'entraîne davantage? Yuya lui explique que c'est parce qu'il doit combattre quelqu'un. Caïn ne comprend pas, alors Yuya lui dit qu'il doit combattre le dieu maléfique nommé Aaron. Environ 300 ans auparavant, Aaron a semé la haine dans le cœur de tout le monde et il les a fait se battre entre eux. Caïn ne comprend pas, il se demande comment une seule personne peut provoquer une bagarre. Yuya explique à Caïn qu'Aaron a utilisé l'oracle pour propager des désinformations à travers le monde. Il a fait haïr les gens les uns aux autres et cette haine les a poussés à se battre et à se tuer il y a environ 300 ans. Yuya et ses amis se sont réunis pour sceller Aaron, malheureusement, le sceau qu'ils avaient utilisé pour Aaron se brise peu à peu et avec le temps, le sceau se brisera totalement. Cela ne semble pas être une préoccupation pour Caïn. Il suggère que puisqu'Aaron était celui qui l'avait scellé il y a 300 ans, il devrait simplement le sceller à son tour. Malheureusement, Aaron lui dit qu'il est désormais dans la même catégorie que les autres dieux et qu'il ne peut pas intervenir dans les affaires humaines, donc la seule solution est Caïn. Il dit à Caïn que l'avenir du monde repose sur lui mais cela déprime Caïn. Yuya lui dit qu'il n'a pas été choisi au hasard pour mener ce combat car tout remonte à sa vie antérieure. Caïn ne comprend pas ce qu'il dit et demande des détails mais il se téléporte à la mer. À leur arrivée à la mer, Caïn est toujours intéressé par les propos de Yuya sur sa vie antérieure. Yuya lui dit qu'il n'est pas assez fort et que sa force actuelle est d'environ la moitié de la force normale. S'il veut vaincre Aaron, il doit être d'environ 600 en niveau de force. Il est actuellement à 300, il a donc un long chemin à parcourir. Caïn se moque de tout cela et demande à Yuya ce que cette quête a à voir avec sa vie antérieure. Yuya promet de lui dire s'il peut prendre le biscuit dans sa main. Yuya disparaît et réapparaît, apportant une boussole qu'il donne à Caïn, lui disant que la direction lui montrera le chemin du retour vers la maison d'où ils sont venus, donc il devrait continuer à marcher jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Il lui dit que le voyage prendra beaucoup de temps mais qu'il ne doit pas se téléporter. Caïn est préoccupé par le fait que s'il lui faut beaucoup de temps, alors il manquera l'école, mais Yuya le rassure qu'une année dans ce monde équivaut à un jour dans le monde normal. Caïn continue à poser plusieurs questions à Yuya mais Yuya l'arrête en lui disant qu'il est le seul à pouvoir se sauver et personne d'autre ne peut le faire pour lui. Yuya disparaît et Caïn réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de continuer à marcher vers chez lui et à se battre. Pendant ce temps, chez lui, Sylvia entend des voix près de sa porte et suppose que son maître est de retour. Quand elle se présente à la porte, elle voit Telestia et Silk là. Elle s'excuse auprès d'elle, leur disant qu'elle avait pensé que c'était son maître. Elle leur dit que Caïn n'est pas rentré chez lui depuis qu'il est parti pour l'école, donc elle suppose que c'était lui. Les filles sont également rentrées chez elles pour chercher Caïn, puisqu'elles ne l'ont pas vu à l'école. Lorsque Sylvia apprend qu'il n'est pas à l'école, elle se sent mal. Elle se demande si son maître a été enlevé, emprisonné ou s'il s'est trouvé dans une mauvaise situation. Telestia est convaincue que Caïn va bien, elle leur dit que c'est Caïn et qu'il est assez fort pour surmonter tout ce qu'il affronte. Elle rentre dans la maison en proposant d'attendre chez elle pour Caïn. Pendant ce temps, Caïn commence à combattre les monstres sur le chemin du retour. Il entre dans la forêt et rencontre plusieurs monstres puissants qu'il n'a jamais rencontrés de sa vie. Il continue à lutter contre eux parce qu'il croit qu'un enfant courageux ne devient pas lâche, c'est son espoir jusqu'à ce qu'il rencontre un monstre particulier. En rencontrant le monstre, celui-ci le saisit et le serre. Il se demande si c'est ainsi qu'il va mourir. Le monstre tente de le tuer mais quelque chose aveugle soudainement le monstre et le monstre meurt. Caïn commence à entendre la voix d'un enfant qui pleure. Il rassemble son courage pour se diriger vers le son et quand il arrive là-bas, il voit un animal blanc blessé. Il dit que l'animal a beaucoup souffert et qu'il devrait soulager sa douleur en le tuant. Au moment où il est sur le point de le faire, il se rappelle comment il est mort en sauvant quelqu'un. Il se souvient que sauver quelqu'un est plus important que de tuer, donc même s'il meurt, il décide d'utiliser son dernier pouvoir de guérison pour soigner l'animal. Il s'évanouit immédiatement et quand il se réveille, il voit l'animal combattre les monstres en son nom. Il réalise que l'animal le protège, alors il demande s'ils devraient marcher ensemble. Il donne à l'animal le nom de Haku. Ce jour-là, il apprend qu'à aucun moment de la vie une personne ne devrait abandonner, car son courage peut encourager une autre personne. Il combat tous les monstres dans la forêt avec Haku et rentre chez lui plus grand qu'il ne l'était en partant. Quand Yuya le voit,
il est encouragé. Il lui dit qu'il a très bien fait et qu'il a même gagné en force. Il le complimente également sur sa plus grande taille. Yuya remarque Aku et lui dit que Aku est un Fenri. Cain ne sait pas ce qu'est un Fenri, alors il dit que Aku est juste son ami. Yuya rit et lui explique que Aku est un esprit divin, très fort, et qu'il ne fait un contrat qu'avec les personnes qu'il veut. Il lui dit que si Aku l'apprécie, il fera un contrat avec lui. Cain ne sait pas que son animal est si fort. Il demande à Aku s'il voudrait faire un contrat et ils en créent un. Après le contrat, Aku disparaît. Yuya lui dit que s'il veut appeler Aku, il devrait dire le surnom Aku, et dès qu'il le dit, Aku revient. Un autre homme, Doran, entre. Yuya dit à Cain que Doran sera son prochain professeur et qu'il devrait apprendre sous lui. Cain demande à Yuya de lui raconter l'histoire qu'il veut lui dire, et Yuya promet de le faire avant de quitter ce monde. Alors que son entraînement commence avec Doran, celui-ci lui dit que Yuya est plus fort que lui et qu'Aaron est plus fort que d'eux. Donc s'il veut vaincre Aaron, il doit remporter le combat. Il part pour son premier combat et avec un seul coup, il s'évanouit. Il se réveille dans une maison inconnue et Aku lui saute dessus. Il descend les escaliers et rencontre Rory, la femme de Doran, ainsi que leur bébé dragon, Jim. Il joue avec la famille et apprécie de manger avec eux avant de partir pour son prochain entraînement. Pendant ce temps, chez lui, Telastia et Silk restent dans sa maison en l'attendant. Il décide de s'assurer qu'il est heureux à son retour. Alors il demande à Sylvia de leur apprendre à cuisiner pour qu'il puisse lui préparer un délicieux repas. Ils subissent plusieurs entraînements rigoureux de la part de Sylvia à cette fin. Cain part pour son deuxième entraînement et encore une fois, il trouve difficile de vaincre Doran, mais cette fois, il ne s'évanouit pas. Au lieu de cela, il résiste à la plupart des attaques et rentre chez lui à pied, bien qu'il s'évanouisse immédiatement après être entré dans la maison. Il part pour un autre ensemble d'entraînements, et cette fois, Doran l'encourage à ne pas abandonner. Il se souvient de l'histoire que Yuya lui a racontée sur la façon dont ce monde est lié à son monde d'origine. Yuya lui a dit qu'Aaron était le dieu de l'amusement, mais qu'il avait soudainement changé et créé un jeu de mort. Il a envoyé ce jeu dans le monde, incitant les gens à se battre entre eux. Les dieux ont besoin de quelqu'un pour se battre dans cette bataille, c'est pourquoi ils ont fait appel à Yuya et à quelques autres personnes. Ces hommes courageux ont combattu contre Aaron, mais Yuya était triste de ne pas pouvoir sauver ses amis. Tout en apparaissant dans la mémoire de Cain, Yuya lui explique en outre qu'il est plus lié à Aaron qu'il ne le pense. Il lui dit que son ami qu'il n'a pas pu sauver étaient les parents d'origine de Cain, Megumi et Seiya. En ce jour fatidique, Megumi, Seiya et Aaron sont convoqués par Marine dans l'autre monde. Marine tente de les supplier d'être leurs héros, mais Megumi et Seiya sont plus préoccupés par leur petit garçon qu'ils ont laissé à la maison. En conséquence, Marine leur demande de rencontrer les dieux qui expliquent la situation et ils décident de combattre. Pendant qu'ils combattent Aaron, il envoie des pointes aux guerriers et Megumi prend la pointe de Marine et meurt. Voyant sa femme morte, Seiya attaque Aaron et demande à Yuya de les sceller ensemble. Cette histoire encourage Cain et il vainc Doran. Il retourne rencontrer Yuya et s'incline devant la tombe de ses parents. Yuya lui dit au revoir et lui demande d'emmener Aku et Jin dans son monde. Alors que Cain part, Yuya est encouragé que Cain sera plus fort que car non seulement il a des gens qu'il veut protéger, mais il est également protégé par beaucoup de monde. Finalement, Cain retourne rencontrer Sylvia, Telestia et Silk. Telestia et Silk lui montrent le biscuit qu'ils ont préparé pour lui et il le mange joyeusement.